Le mandat du nouveau président directeur général qui sera désigné par le bureau sur proposition du président du Sénat prendra effet le 1er juin 2021 pour une durée de 3 ans. Cet appel à candidature s'est clos le 18 février dernier. Notre commission de sélection, après avoir délibéré le 9 mars sur la base des dossiers reçus, a décidé d'entendre 3 candidats. Dans l'ordre alphabétique, il s'agit de messieurs Christopher Baldelli, de monsieur Damien Fleureau et de monsieur Emmanuel Kessler, ici présents. Ces 3 candidats vont donc être auditionnés cet après-midi. À l'issue de ces auditions, notre commission de sélection, après en avoir délibéré, transmettra au président du Sénat le ou les noms du ou des candidats retenus. Leur audition interviendra le jeudi 15 avril prochain. À leur issue, la désignation du nouveau PDG de Public Sénat pour les 3 prochaines années fera l'objet d'un vote par les membres du bureau. Pour aujourd'hui et dans un premier temps, nous allons procéder à un tirage au sort afin de déterminer l'ordre de passage des 3 candidats auditionnés. Et ce tirage au sort revient à monsieur Loïc Hervé en sa qualité de plus jeune membre de notre commission. Et j'invite donc un huissier à lui tendre l'urne afin qu'il puisse exécuter cela. Alors, Madame la Présidente, monsieur Emmanuel Kessler. Très bien. Puis, monsieur Damien Fleureau. Et enfin, monsieur Christopher Baldelli. Merci beaucoup, chers collègues. Je vous rappelle que ces auditions, comme le tirage au sort auquel nous venons de procéder, sont retransmises en direct sur le site internet du Sénat et par Public Sénat en différé d'1 heure pour des raisons de partage de l'antenne avec LCP Assemblée nationale. Chaque audition durera 40 minutes décomposées comme suit. D'abord 10 minutes de présentation de sa candidature par le candidat, puis 25 minutes d'échange avec la commission. Il y aura 6 questions-réponses pour chaque candidat, ce qui veut dire 3 minutes par question-réponse. Et enfin 5 minutes de conclusion par le candidat. Donc je prie donc monsieur Emmanuel Kessler de bien vouloir prendre place et messieurs Fleureau et Baldelli de bien vouloir quitter la salle. Je vous remercie. Ils vont être conduits dans une pièce isolée avant d'être appelés chacun pour leur audition respective et ils resteront d'ici là sans téléphone mobile, ni tablette, ni télévision afin qu'ils ne puissent pas regarder la prestation de leurs concurrents, de sorte que la plus stricte égalité dans les conditions d'audition soit respectée. Alors, monsieur Kessler, je vous rappelle les règles que je viens d'énoncer. Votre audition, monsieur Kessler, va durer 40 minutes. D'abord 10 minutes de présentation de votre candidature, puis 25 minutes d'échange avec la commission, enfin 5 minutes pour votre conclusion. Je vous donne donc la parole, monsieur Kessler, pour une durée de 10 minutes. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le questeur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je suis très heureux d'être devant vous pour vous présenter ma candidature à la présidence de Public Sénat et vous exposer mon projet pour les 3 prochaines années. Nous vivons un moment sans précédent de crise sanitaire, économique, sociale, culturelle, de crise de l'information et de fragilité démocratique. J'y réfléchis. Et si j'ai décidé de solliciter à nouveau votre confiance, c'est parce que je suis habité par une conviction. Et elle est la raison de mon engagement. C'est que la mission de notre chaîne parlementaire, retisser le lien entre la politique et les Français, cette mission n'a jamais été aussi cruciale, aussi nécessaire, aussi actuelle. Or, cette période si difficile, avec notre identité, elle est aussi riche de formidables opportunités. Pour expliquer au plus grand public votre action, celle de tous les sénateurs, avec pluralisme et impartialité, en prenant le temps de la pédagogie. Pour répondre à l'aspiration de plus en plus forte des Français à la proximité. Et pour nourrir avec vous le débat d'idées constructifs sur nos enjeux d'avenir, du fond et pas du clash.
Alors cette vision, je veux en témoigner, elle est partagée par l'ensemble de l'équipe que j'ai la chance de diriger. Leur implication, je l'ai mesurée, plus encore dans cette année de pandémie, la capacité de toutes et tous, non seulement de s'adapter, mais surtout d'innover. Alors oui, nous avons des appuis solides, l'élan est là, et je veux maintenant mettre toute mon énergie pour faire plus que jamais de Public Sénat le média parlementaire de tous les publics. Public Sénat, tout public. Ce projet, CAP 2024, il a 3 grandes ambitions. 1. Élargir la visibilité de votre action et du rôle du Sénat. 2. Approfondir le lien que nous avons avec les territoires. 3. Déployer aussi une nouvelle approche numérique multiplateforme et à la demande, et tout cela dans un cadre de gestion maîtrisé que j'évoquerai ensuite. C'est donc d'abord, et c'est mon premier point, une nouvelle ambition pour le rayonnement du Sénat et l'action des sénateurs. Je vous propose de déployer pleinement ce que j'appelle le multiplex parlementaire. De quoi s'agit-il ? De la possibilité de diffuser plusieurs contenus liés à l'agenda du Sénat avec un format adapté à chaque plateforme. Par exemple, pendant que le débat sur l'opération Barkhane est retransmis sur la TNT, eh bien, un de nos journalistes s'adresse sur nos abonnés Facebook, commente une audition, par exemple sur les questions de laïcité, et dialogue avec les internautes. Nous toucherons ainsi de plus en plus des publics multiples avec des sujets et des formats spécifiques. C'est Public Sénat est à vous. Et puis, je veux ajouter plus d'interaction avec les citoyens. À la rentrée sur l'écran télé, nous afficherons des QR codes à scanner qui renverront à des contenus complémentaires sur notre site et à la possibilité de poser des questions ou de commenter. Le mercredi, c'est la journée événement des questions au gouvernement. Eh bien, j'introduirai des questions citoyennes recueillies en vidéo sur les réseaux sociaux qui vous seront adressées lors du débrief après la séance. Un autre aspect de votre rayonnement, au-delà de votre activité ici au Palais du Luxembourg, c'est votre lien avec vos territoires. Et pour mieux le faire vivre, je propose à la rentrée un nouveau grand rendez-vous installé dans notre carrefour de 22 heures. L'émission s'appellera « Réinventons la France ». Elle sera réalisée en région, dans un lieu emblématique, avec en fil rouge l'un d'entre vous, une sénatrice, un sénateur, entouré d'acteurs locaux, de maires, d'entrepreneurs, de citoyens. Vous dialoguerez et réagirez avec eux à des reportages de la rédaction, illustrant dans tous les domaines les innovations qui vont redynamiser notre pays, construire le monde d'après par l'initiative de terrain et qui seront des sources d'inspiration. Je veux faire de Public Sénat le média de la relance par les territoires. Et cela m'amène à mon autre ambition, c'est mon deuxième point, faire vivre cette énergie des territoires. Notre force, votre force, c'est cet ancrage territorial et le refus du parisianisme. Cet ancrage doit irriguer l'ensemble de nos programmes et inclure tous les territoires de métropole et des Outre-mer. Voilà le pacte territoire que je vous propose. Le Sénat, c'est la maison des collectivités locales. Eh bien, Public Sénat sera la maison des médias locaux. Je propose une alliance stratégique globale avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales indépendantes, dont celle des Outre-mer, et j'engagerai cette démarche dès ce printemps. Concrètement, l'accord inclura en particulier un club de la presse des régions, dans la perspective des prochaines échéances électorales. Notre participation et notre relais à des événements de presse quotidienne, régionale, dans les territoires, notre association aussi à des actions de la PQR en faveur de l'éducation aux médias. Je m'engagerai avec Territoire TV, nouveau réseau des télévisions locales de la PQR, pour coproduire à la rentrée sur notre plateau leur nouveau rendez-vous commun d'actualité, Vitrine des chaînes, qui sera diffusé en complémentarité sur Public Sénat. Troisième direction, Public Sénat, tout public, c'est un média multiplateforme et à la demande. Cela repose sur la distribution et le déploiement de nos contenus au-delà de la télévision sur tous les écrans. Alors nous avons déjà le replay, la télé de rattrapage, mais on doit répondre encore davantage aux nouvelles habitudes de consommation numérique, à la fois sur le web, via les box des opérateurs, les réseaux sociaux, les nouvelles plateformes. C'est aussi un moyen de toucher un public plus large et plus jeune. Sur la plateforme Twitch,
nous avons été les premiers à vous faire dialoguer avec les jeunes. Et ça marche. Eh bien, ce temps d'avance, on va le garder avec d'autres formats innovants sur d'autres réseaux sociaux. Tout cela va prendre force dans une nouvelle offre, Public Sénat à la demande. PublicSénat.fr va devenir une plateforme où, avec des vignettes claires et attractives, chacune et chacun trouve gratuitement, bien sûr, et à tout moment, tous les contenus qui l'intéressent, où je veux, quand je veux, sur tout écran. Voilà le nouveau Public Sénat. Concrètement, je vais mettre en ligne en janvier 2022 un site internet entièrement rénové. À côté des articles d'actualité, il sera au meilleur standard du moment pour la mise à disposition de la diversité de nos productions, des auditions parlementaires, les documentaires bien sûr, mais aussi des formats exclusifs pour le web. Et sur le mobile, en janvier 2023, ce sera le lancement de l'appli Public Sénat. Elle portera au plus haut ce qu'on peut appeler l'expérience Public Sénat. Alors vous allez me demander, pourrons-nous concilier cet élan nouveau, ce projet ambitieux avec la rigueur budgétaire? Eh bien ma réponse est oui, et je veux en prendre l'engagement. J'en viens donc à la gestion de l'entreprise. Je m'inscris pleinement dans la perspective d'une poursuite du gel en valeur absolue de notre dotation et d'une stricte limitation pour l'évolution de notre masse salariale jusqu'en 2024. C'est par des économies de gestion et donc en dégageant des marges d'autofinancement que nous allons assurer notre développement territorial et numérique, et avec aussi un nouvel effort sur le parrainage. La rigueur de gestion, elle repose également sur une relation solide et constructive avec LCP Assemblée nationale. La limite, c'est notre autonomie et notre indépendance qu'il faut absolument préserver. À vos côtés, je ne mettrai jamais le doigt dans un engrenage qui aboutirait à une forme de confusion, voire à un esprit de fusion qui serait contraire au bicamérisme et diluerait la marque forte Public Sénat qui porte le Sénat en elle. Mais dans le même temps, je souhaite une coopération volontariste en optimisant la gestion de notre canal commun et de notre diffusion, en renforçant aussi nos synergies éditoriales. Je propose par exemple une nouvelle émission commune, un dialogue entre députés et sénateurs pour montrer ce bicamérisme en action. Je termine avant notre échange. Nous avons affirmé ces dernières années notre singularité. On est différent des autres. Puis nous avons démontré notre modernité, une nouvelle image, un nouveau ton. Devant nous, ce que je veux aujourd'hui pour Public Sénat, c'est renforcer notre puissance. 2021-2024, si vous m'accordez votre confiance, ce sera pour Public Sénat le temps du rayonnement. Le socle d'audience est là. Plus de 29 millions de téléspectateurs sont venus sur notre canal en avril 2020. C'est un record. La fréquentation de notre site publicsénat.fr a doublé en un an. Et nous allons encore progresser. L'audience est un indicateur de succès, mais jamais, contrairement à d'autres médias, le critère de décision éditoriale. Ce qui prime, c'est notre rayonnement dans le paysage audiovisuel, numérique et politique. Voilà l'objectif. Alors l'état d'esprit que je veux insuffler aux équipes, c'est que tout est possible. Et si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pour relever le challenge de ces défis nouveaux et essentiels en ces temps d'incertitude. Entretenir avec nos concitoyens, plus encore, renouer avec notre jeunesse une conversation républicaine. Je ne vois pas de mission plus exaltante à ce moment de notre histoire, à ce moment de mon parcours, de mission plus proche de vos valeurs et de celles du Sénat. Merci, Monsieur Kessler. Nous allons maintenant passer au temps des échanges avec la Commission. Et nous allons donc procéder à toute une série de questions auxquelles vous allez répondre. Et je vais me permettre de poser la première de ces 6 questions. Alors, Monsieur Kessler, selon vous, quels sont les principaux enjeux et défis de Public Sénat dans le paysage audiovisuel actuel? Comment définiriez-vous ces missions intrinsèques? Qu'est-ce qui la différencie des autres chaînes, Monsieur Kessler, en particulier les chaînes d'information? Vous avez parlé d'LCPAN et des coopérations. Qu'est-ce qui la différencie aussi? Et est-ce que vous pouvez nous préciser cet aspect des choses? Madame la Présidente, cette différenciation, elle est en effet très importante aujourd'hui, elle l'est de plus en plus. Et elle passe par plusieurs caractéristiques. La première, je crois, c'est le temps long.
Ce que nous avons dans l'univers numérique à travers le fracas et la succession des tweets et sur les chaînes d'information où un événement chasse l'autre, j'allais dire à toute vitesse, sans toujours d'ailleurs que la hiérarchie soit compréhensible, c'est une succession d'infos dont les téléspectateurs ont besoin à titre d'alerte, mais qui ne suffit pas à comprendre, à expliquer, à donner du sens. Et donc, la caractéristique de Public Sénat, c'est ce temps long, cette prise de distance, cette capacité de réflexion que nous avons dans nos débats, des débats qui peuvent être contradictoires, mais qui sont constructifs, ou d'ailleurs, à l'image de ce qu'est votre Assemblée, on peut confronter des opinions divergentes, mais où il y a toujours du respect. Et moi, je crois, c'est pour ça que j'ai parlé de conversation républicaine, que cette tonalité-là, elle est extrêmement marquante. Le deuxième point qui nous différencie des chaînes d'information, c'est la capacité, je dirais, d'avoir une information plus riche et plus variée, qui s'appuie d'ailleurs sur votre activité. Car bien souvent, sur les chaînes d'information, vous avez pendant une journée le même titre développé à l'infini. Or, chez nous, où je vais vous prendre un exemple, la discussion sur la proposition sécurité globale, eh bien, la plupart des chaînes d'information se sont concentrées uniquement sur cet article 24. Et nous-mêmes, nous avons mis en avant votre débat sur les polices municipales, qui est un débat qui est extrêmement concernant pour les citoyens, et sur lequel les médias qui, j'allais dire, cherchent d'abord l'effet politique au sens, pardon, et je ne fais pas une critique d'une politique peut-être plus politicienne, ne mettent moins l'accent. C'est ça notre devoir, c'est ça notre mission, en s'appuyant encore une fois sur l'ensemble de vos travaux. Je vois en ce moment la richesse des missions d'information qui font suite à la situation de pandémie dans laquelle nous sommes, sur les jeunes, sur la pauvreté. Eh bien, je crois que nous avons une matière formidable à mettre en avant, extrêmement concernante. Demain, je sais que vous aurez un débat, je crois, sur la pratique sportive. Voilà une question de vie quotidienne. Elle sera moins traitée sur les chaînes généralistes, elle le sera chez nous. Je termine sur LCP Assemblée nationale. Nous avons des complémentarités. Je l'ai dit, il faut travailler ensemble. Mais ce qui me paraît important, c'est aussi notre spécificité et c'est notamment cette dimension territoriale qui non seulement est là parce que nous sommes l'émanation du Sénat, et c'est déjà considérable, mais est là aussi parce que cela correspond aujourd'hui, et ils le disent, à toutes les attentes des Français. Et nos associations, nos partenariats avec les associations d'élus, notre présence dans les grands congrès de l'Association des maires de France ou des régions, c'est une marque forte de Public Sénat. Notre présence sur le terrain, plusieurs départements visités chaque semaine, c'est une marque forte qu'il va falloir continuer à développer. D'ailleurs, je propose de nouveaux axes dans ce partenariat, par exemple, avec les associations d'élus. Merci, M. Kessler. La parole est à M. Joël Guerriau. Merci Madame la Présidente. Monsieur Kessler, dans vos propos introductifs, vous avez montré votre volonté de diversifier l'audience et d'augmenter l'audience de la chaîne par de nouveaux outils. Vous avez présenté votre projet multiplex parlementaire. On voit bien que vous avez l'intention de faire évoluer les modalités de diffusion de Public Sénat sur la TNT. J'aimerais savoir quels sont et à quel horizon vous voulez faire d'autres projets, avec quel mode alternatif de diffusion souhaitez-vous privilégier dans ce cadre-là. Vous avez bien sûr plusieurs vecteurs que vous avez cités. Vous avez cité Facebook, vous avez cité les réseaux sociaux que vous avez déjà plus ou moins traités, puisque vous parliez tout à l'heure en introduction de l'opération Barkhane avec Facebook. Alors quelles sont les initiatives que vous souhaitez privilégier maintenant et où pensez-vous que vous gagnerez encore davantage d'audience ? Ce qui me paraît d'abord très important, il y a un préalable, c'est que notre diffusion sur la TNT demeure incontournable et indispensable. Parce que d'abord, elle nous a fait arriver en 2005, j'allais dire, dans la Ligue 1 de l'audiovisuel, enfin dans le club fermé des chaînes qui comptent. Et aujourd'hui, on se bat pour être sur la TNT. Et d'ailleurs, vous avez vu que le CSA ne va pas changer les numéros, c'est notre chance, parce que le numéro 13, il nous a porté chance. Pourquoi la TNT demeure indispensable, même si elle a, Monsieur le questeur, nous en parlons parfois, un coût élevé? C'est parce que 20% des foyers français ne reçoivent la télévision que par la TNT, que c'est un mode gratuit, sans collecte de données et universel qui couvre la totalité de nos territoires. Et donc ici, plus qu'ailleurs, je pense qu'on est attaché par rapport à notre mission de service public à la TNT. Alors après, il faut en maîtriser les coûts. Nous avons négocié d'ailleurs avec nos amis d'LCPAN pour faire en sorte que le prestataire de diffusion principal, TDF, n'augmente pas trop ses coûts. Mais je dirais qu'à moyen terme, d'ailleurs le CSA est plutôt sur une optique de modernisation de la TNT. La TNT, c'est vraiment un enjeu de démocratie audiovisuelle.
Mais dans le même temps, bien entendu, de plus en plus de Français, et notamment les jeunes qui ne regardent plus la télévision, reçoivent des signaux par d'autres canaux. Il y a les box des opérateurs, il y a ce qu'on appelle l'OTT, je ne veux pas être technique, mais ce sont toutes ces plateformes qui permettent de recevoir le signal télévisé sur son ordinateur, sur son mobile. Et nous devons avoir, c'est un peu ce que j'expliquais, une stratégie de présence la plus large possible, à la fois sur, j'allais dire, le flux de notre chaîne et sur ces émissions, cette consommation, pardon d'employer là encore un terme un peu technique, de plus en plus délinéarisée, c'est-à-dire émission par émission, contenu par contenu, indépendamment de la programmation. À la télévision, on donne rendez-vous aux téléspectateurs, mais il faut lui offrir sur l'ensemble des plateformes, l'ensemble des outils et avec les formats adaptés, parce qu'on ne s'adresse pas de la même façon à un public sur Facebook ou sur Molotov, où on peut aussi mettre des vignettes sur nos émissions. Eh bien, il faut offrir toute cette gamme de possibilités pour les contenus Public Sénat. Donc raisonner en termes de contenu et plus seulement, c'est l'évolution d'aujourd'hui en termes de télévision. La parole est à Monsieur Vincent Capo-Canella. Merci Madame la Présidente. Monsieur Kessler, le contexte budgétaire est contraint, vous l'avez vous-même rappelé. Comment comptez-vous continuer à mettre mieux encore à l'antenne en valeur tous les territoires, y compris les Outre-mer, en tenant bien sûr compte et en rendant compte de l'activité des sénatrices et des sénateurs sur le terrain dans l'exercice de leur mandat. Par ailleurs, comment bien assurer l'égalité femmes-hommes à l'antenne ? Alors, je commence peut-être par la dernière partie de votre question. J'y suis évidemment très attaché. La parité doit être un objectif. Elle l'est dans le fonctionnement de l'entreprise, c'est important. Un comité de direction entièrement paritaire. Un indice même d'égalité femmes-hommes qui est plus favorable aux femmes dans notre entreprise. C'est un élément positif. Et puis, vous me parlez de la parité à l'antenne. D'abord, nous avons plus de présentatrices que de présentateurs, mais la grosse difficulté, ce sont les plateaux avec les expertes en parité avec les experts. Reconnaissez avec moi qu'il y a encore une majorité d'hommes parmi les sénateurs, l'ensemble de votre collège, même si la féminisation a beaucoup progressé. Donc ça, c'est un élément que nous ne maîtrisons pas. Mais nous nous entourons. C'est très difficile d'arriver à la parité. Je peux vous dire que mes équipes disent même que depuis la pandémie, c'est devenu encore plus difficile, peut-être parce qu'il y a encore des contraintes qui pèsent plus sur les femmes que sur les hommes. Mais nous travaillons par exemple avec un think tank, Agir pour l'égalité, pour essayer au maximum de recourir à des expertes ou à des intervenants de nos plateaux qui soient aussi des femmes dans le mouvement associatif, dans le monde économique. Et donc c'est un effort de tous les instants. En la matière, je suis pour des indicateurs de progression. Je vous le dis à titre personnel, je suis contre les quotas parce que je pense que les quotas figent les choses. Je pense que ce qui est important, c'est de mesurer notre progression d'année en année et nous pourrons l'indiquer dans notre prochain contrat d'objectifs et de moyens. Pour ce qui concerne la contrainte budgétaire, je veux en faire une opportunité. Je considère qu'avoir un budget gelé tel que le nôtre nous oblige, et ça représente un effort chaque année, à beaucoup d'imagination, à beaucoup d'agilité. Et nous allons continuer à développer notre présence territoriale et numérique grâce à des économies de gestion. Nous en avons fait, vous l'avez suivi, Monsieur le questeur, avec nous, avec l'internalisation de l'exploitation des personnels qui exploitent notre régie de production. C'est une marge d'économie assez importante. Moi, je souhaite poursuivre sur cette tendance en examinant l'ensemble de nos contrats de prestations pour voir comment, on ne peut pas tout internaliser, mais sur certaines prestations, nous pouvons internaliser davantage. Autrement dit, ce qui a été initié, je souhaite le poursuivre. Nous allons par exemple renégocier prochainement notre contrat de diffusion de notre signal une fois produit, ce qu'on appelle la régie de diffusion. Il y a probablement des choses que nous pouvons faire pour dégager des économies. Donc autofinancement par des économies et effort également sur le parrainage. Merci. Pour la 4e question, Monsieur Loïc Hervé. Monsieur Kessler, 3 mandats à la suite, ne serait-ce pas trop long? Comment se remettre en cause quand on a déjà mis en place une nouvelle organisation et une nouvelle grille? Par exemple, comment mieux faire connaître l'institution sénatoriale et les responsabilités que nous exercions? Comment également développer de nouveaux partenariats avec les réseaux sociaux ou avec la PQR, mais de manière plus précise que ce que vous avez pu nous dire en propos liminaires? Comment améliorer la gestion? Bref, quelles sont vos marges de progression? Merci. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir.
Et donc je considère qu'il faut toujours progresser et aller de l'avant. Nous avons un socle, mais j'ai essayé d'expliquer que nous avions un projet ambitieux pour ce temps du rayonnement de Public Sénat. Alors ce mandat, si vous m'accordez votre confiance, je ne le vois pas comme un troisième mandat, mais comme le premier mandat de l'après-crise. Je sais que vous ne ferez pas votre choix sur un bilan. Je vous propose de faire votre choix sur un élan. C'est cet élan que je veux incarner parce que je crois profondément à l'utilité et à la valeur de ce que nous représentons, Public Sénat, et de la visibilité de votre action que je veux accentuer en suivant, par exemple, on a beaucoup progressé sur la présence des auditions, grâce à vous d'ailleurs qui les captez davantage. Je pense qu'on peut faire encore un petit peu plus, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, sur la notion de prospective. Dans ce monde de demain, vous avez beaucoup, avec la délégation à la prospective, en commun avec l'Assemblée et l'OPEX, l'Office sur les choix scientifiques et technologiques, avec la délégation aux droits des femmes, énormément de travaux qui dessinent ces perspectives. Je voudrais créer un rendez-vous qui s'appellera les lundis de la prospective, où on mettra en avant toute cette réflexion que vous avez sur ce monde nouveau que nous allons bâtir après cette crise du Covid. Je voudrais ajouter concernant la durée du mandat un élément, c'est que le mandat des présidents des chaînes parlementaires est le plus court de tout l'audiovisuel public. Dans les autres sociétés de l'audiovisuel, il est de 5 ans. Et donc, au fond, 3 mandats, si ce devait être le cas à la présidence de Public Sénat, c'est moins que 2 mandats à la présidence de France Télévisions. Et puis dans vos collectivités, quand un maire a bâti, vous l'avez été pour certains d'entre vous, a commencé à bâtir au bout de 6 ans, il n'a pas fini. Voilà. On a commencé à tracer un chemin, il faut aller beaucoup plus loin, être encore beaucoup plus ambitieux, surtout dans une période où tout est refondé. Et puis je crois aussi que dans une période comme celle que nous connaissons, il faut à la fois l'élan, la créativité, et j'ai essayé de vous le montrer par tous les aspects que je souhaite développer pour la période à venir, et puis une certaine forme de stabilité qui nous ancre et qui ancre surtout les collaborateurs dans une forme de confiance dans l'avenir. Voilà ce que je veux vous proposer pour les 3 prochaines années pour Public Sénat. Merci. Madame Benbassa. Bonjour, Monsieur Kessler. Comment Public Sénat pourrait-elle former les jeunes à la vie publique et aux valeurs républicaines? Ne pourrait-on pas organiser des débats avec de jeunes élus locaux et des sénatrices et sénateurs, ou encore créer une émission tournée vers les jeunes, incarnée par un animateur de la jeune génération? Et si oui, comment imagineriez-vous ce type d'émission? Plus généralement, quelles seraient vos propositions pour conquérir de nouveaux publics? Merci. Oui, Madame la sénatrice, il faut en effet aller vers les jeunes, en sachant que c'est difficile, parce qu'ils se défient de la politique, parce qu'ils ne regardent plus la télévision. Donc il ne faut pas chercher forcément à faire des émissions de télévision au sens classique du terme, ils ne la regardent plus. C'est pour ça, mais je n'y reviens pas, que nous sommes allés sur Twitch. Mais il faut poursuivre dans cette direction. Alors, je propose 2 choses. D'abord, je pense que le dialogue entre les politiques, et notamment ceux qui sont en contact des réalités de terrain et les jeunes, ça fonctionne. Donc, je propose de mettre en place une émission qui va s'appeler Dialogue jeunes citoyens. On va travailler avec des rectorats, des collèges et des lycées pour que 2 fois par an, 6 sénateurs viennent dialoguer autour de questions et d'enjeux que nous aurons préparés avec eux, avec 9 jeunes, 9 de collège et puis ensuite de lycée. On fera quelques émissions par an à titre de test. Le deuxième point, c'est que je crois que pour s'adresser aux jeunes et pour les réancrer dans la République, plus que des propositions éditoriales et on va faire des choses sur les réseaux sociaux, il faut leur proposer des projets. Rappelez-vous ce formidable film d'Ariane Ascaride où elle arrive à sensibiliser une classe rétive à un concours sur l'histoire de la déportation. Alors, ce que nous pouvons faire, et je vais le proposer aux associations d'élus, vous me parliez de partenariat tout à l'heure, je veux bien sûr développer encore ces partenariats, c'est un concours auprès des jeunes, vis ta ville, vis ton village, vis ta banlieue,
où nous allons leur demander de filmer leur territoire dans un format réseau social, type YouTube. Et nous allons préparer, bien sûr, avec des associations d'élus partenaires, une sorte de cahier des charges pour essayer de les impliquer dans un projet. Et puis, il y aura des prix, on peut même le doter, ce prix, pour véritablement inciter et créer aussi de l'envie, et peut-être l'envie de continuer. Et je pense que c'est aussi un élément de lien social et de cohésion républicaine que l'on peut créer. Donc, d'une part, des offres éditorial et numérique, en n'étant pas trop classique sur le plan de la télévision, et d'autre part des projets qui vont impliquer les jeunes et sensibiliser à ce qu'est le Sénat et Public Sénat comme vecteur d'intégration républicaine aussi, oui. Merci. La parole est à Madame Filleul. Merci Madame la Présidente, Monsieur Kessler. Oh, pardon. Votre projet stratégique, pas plus que votre présentation liminaire, ne fait de propositions concernant la mesure de satisfaction du public, qui constitue pourtant une préoccupation importante pour une chaîne de service public. Pourquoi cet angle mort? Avez-vous des propositions dans ce domaine? Merci. Merci Madame la sénatrice. Bien entendu, et je trouve qu'effectivement, c'est sous cet angle-là qu'il faut poser la question, plus que sur celui de la mesure d'audience. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qui compte, c'est notre influence, notre présence. Bien sûr, nous avons quelques indicateurs d'audience qui nous permettent de mesurer la force de nos programmes, par exemple les questions d'actualité, par exemple nos documentaires. Mais ce qui est très important, c'est de mesurer la satisfaction de nos publics. Donc, ça n'est pas du tout un angle mort de mon projet, parce que je me situe, pour que ce soit fiable, dans une tendance qui existe déjà. Depuis 2014, tous les 3 ans, nous effectuons, depuis 2011, tous les 3 ans, depuis qu'il y a un contrat d'objectifs et de moyens d'ailleurs, une étude qualitative avec la même méthodologie, le même institut pour mesurer la satisfaction de nos publics. Et nous en avons fait une récemment qui montre qu'effectivement la modernisation de notre chaîne et surtout, je dirais, la confiance du public dans ce moment, je disais au début, de crise de l'information est très forte dans le contenu Public Sénat. Quand on regarde Public Sénat, on croit ce qu'on est en train de voir ou de lire sur notre site internet. Ça, c'est très important, il faut le mesurer. Et puis, le deuxième point qui est intéressant, c'est que ça permet de mesurer aussi la façon de savoir si nous remplissons notre mission de recréer du lien entre le politique et le citoyen, entre le Sénat et les citoyens, de faire connaître le Sénat. Et nos publics nous disent oui. Mais je souhaite que nous progressions encore et nous pouvons, ça sera discuté peut-être dans le cadre du prochain contrat d'objectifs et de moyens, rendre cet indicateur plus fréquent. L'élément qui me paraît important, c'est que dans cet indicateur de satisfaction, nous mettions, puisque j'ai parlé du Public Sénat à la demande et d'une nouvelle étape de notre développement numérique, nous mettions bien au centre du questionnement la question de savoir si désormais nos publics, et ça va être le défi des années à venir, nous perçoivent surtout pas seulement comme une chaîne de télévision, mais bien comme ce média global dans lequel ils peuvent entrer par différentes portes, le site internet par l'actualité et toutes les plateformes où ils peuvent disposer des contenus de Public Sénat, des documentaires, aux séances d'audition, en passant par nos magazines. Donc oui, bien entendu, tous les 3 ans actuellement, mais nous pouvons le faire plus fréquemment, une mesure de la satisfaction, c'est la bonne approche pour mesurer cette puissance de Public Sénat. Merci, Monsieur Kessler. Alors, comme vous pouvez le constater, Monsieur Kessler, il vous reste un peu plus de 10 minutes si vous voulez approfondir certains aspects à l'occasion de votre conclusion, puisque le temps qui vous est imparti est de 40 minutes au total. Bien. Je ne pensais pas qu'on avait été si rapide. Voilà. Alors, écoutez, je vais conclure en vous disant ma passion pour cette mission. Voilà. Parce que Public Sénat, c'est une entreprise à taille humaine, qui est agile, qui est en mouvement, créative, et où surtout chacun a le sentiment, et c'est tellement précieux aujourd'hui, que ce qu'il fait a du sens. Et c'est comme cela, à cette échelle, avec ces valeurs, avec ce mode de management fondé sur l'écoute,
la collaboration, que notre média doit être appréhendé par celui qui le dirige. Pas comme n'importe quel média. Public Sénat, c'est au fond une combinaison, une alchimie qu'il faut non seulement maîtriser, j'ai l'expérience, mais avec laquelle il faut entretenir un lien affectif. Et moi, cette chaîne, ce média multiple, je l'ai vu grandir, je le connais, je le vis. Média ouvert à tous les publics. Et je crois que nous l'avons beaucoup évoqué, mesdames et messieurs les sénateurs, dans les minutes qui ont précédé. Il doit l'être aussi dans sa vie interne, en favorisant le parcours et la progression professionnelle de chacune et chacun, dans la parité et la diversité humaine, sociale, territoriale, et en permettant l'accès à nos métiers, à des jeunes de tous nos territoires qui n'ont pas forcément les réseaux pour y entrer. C'est aussi notre responsabilité et notre mission. J'ai des propositions pour cet engagement dans mon projet, notamment au travers de conventions que nous pourrions passer avec des rectorats dans des zones prioritaires, des zones urbaines, mais aussi des zones rurales, et aussi d'ailleurs des outre-mer, si la distance permet de les faire à un moment donné découvrir par des stages ou pour ceux qui cherchent un emploi, par des formations professionnelles, nos métiers. Voilà, donc ça me paraît extrêmement important. Je suis un dirigeant, bien sûr, exigeant pour lui-même et pour les autres, un entraîneur qui pousse chacun et chacune à toujours aller de l'avant et qui fait aussi preuve d'écoute et de bienveillance, de proximité, parce qu'une équipe, il faut lui montrer l'objectif, mais aussi être sur le terrain, avec elle, l'accompagner. Et puis dans Public Sénat, il y a le Sénat. Le Sénat, votre Sénat, j'ai envie de dire notre Sénat. À Public Sénat, j'y tiens, rien ne se fait sans un dialogue constant qui nous nourrit avec chacune et chacun d'entre vous. Et le Sénat, c'est mon port d'attache. Parce que j'ai toujours considéré, et cela dès mes débuts dans le journalisme à la Gazette des Communes, qu'il incarne avec vous toutes et tous à la fois l'ancrage dans nos territoires sans lequel on manque toute compréhension de la politique et l'attachement au-delà même des sensibilités partisanes, et c'est ce à quoi je crois, aux grands principes républicains qui doivent nous réunir. Sur un plan plus personnel, je suis aussi passionné par l'idée de transmission. Et c'est le rôle de notre média que de transmettre une information fiable, qui soit utile à la formation du citoyen et qui conforte notre démocratie. Et je vous le dis ici, si votre décision me le permet, je lancerai à la rentrée sur nos antennes un grand magazine de débat et de réflexion sur les libertés. Je mentionne cette proposition à ce moment parce que je voudrais en faire un marqueur très fort, ici, au Sénat, qui est précisément la vigie de nos libertés publiques. Car je crois qu'au fond, tous les grands enjeux que rencontre aujourd'hui notre société, y compris bien sûr avec cette crise sanitaire, peuvent être regardés sous le prisme de la liberté. Vous le voyez, tout ce combat, j'y crois, c'est ce qui m'anime et c'est pourquoi je suis devant vous cet après-midi. Public Sénat, pour moi, c'est d'abord un choix de cœur. Et si je brigue un nouveau mandat, c'est, et avec modestie, parce que je suis convaincu que, par ces temps orageux, je suis celui qui peut le mieux allier la stabilité dont on a besoin pour piloter ce média et l'innovation indispensable pour qu'il s'adapte aux défis nouveaux et qu'il se réinvente encore une fois. Dans cette crise aux dimensions multiples, je pense avoir la meilleure connaissance de Public Sénat, du Sénat et de vous, sénatrices et sénateurs, pour faire face aux enjeux qui sont devant nous. Nous sommes à un tournant, à la fois de notre vie politique et de l'évolution de nos métiers de l'information. Face aux autres, le drapeau Public Sénat doit continuer de se hisser plus haut, toujours plus haut. Et vous pouvez être certain, si vous m'accordez votre confiance, je m'y engage, que j'accomplirai ma mission jusqu'au bout, pleinement, sans regarder ailleurs. Et je serai dans l'action immédiatement, notamment pour faire vivre cette démocratie territoriale lors des prochaines élections départementales et régionales. Ma passion est non seulement intacte, mais redoublée par ce qui nous attend. Je suis tourné vers l'avenir. Je préfère toujours agir en disant « ce sera mieux demain » que « c'était mieux avant ». Et avec vous, c'est ce message, cette énergie, cette volonté que je veux communiquer aux équipes et à tous nos publics. Vous pouvez compter sur moi.
Merci, Monsieur Kessler, pour cette conclusion. Sauf à ce que certains de mes collègues aient un mot complémentaire à dire, mais je pense que nous allons pouvoir conclure effectivement cette audition en vous remerciant. Voilà pour l'audition d'Emmanuel Kessler, président sortant de Public Sénat, PDG depuis 2015. 2 autres candidats vont être auditionnés. Ils n'ont rien vu, rien entendu des échanges qui se sont déroulés pendant 40 minutes, car ils étaient dans un bureau isolé, sans téléphone, et cela pour respecter le principe d'égalité entre tous les candidats. Je vous propose à présent de suivre l'audition de Damien Fleureau, actuellement chef du service politique de CNews et auparavant journaliste politique sur BFM TV. Chers collègues, nous reprenons nos travaux. Bonjour Monsieur Fleureau. Je vous rappelle les règles que j'ai indiquées tout à l'heure déjà. Votre audition va durer 40 minutes. D'abord 10 minutes de présentation de votre candidature, puis 25 minutes d'échange avec la commission et enfin 20 minutes pour votre conclusion. Et je vous donne donc la parole pour commencer pour une durée de 10 minutes. Monsieur Fleureau, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Questeur, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, permettez-moi d'abord de vous dire combien je suis honoré d'exposer devant vous le projet que je porte au service de Public Sénat et de son rayonnement. En tant que journaliste politique depuis près de 20 ans, j'ai notamment été en charge de l'actualité parlementaire. J'ai donc pu mesurer de près la qualité de vos travaux, dans vos rapports, dans vos débats, en séance ou en commission. Mais j'ai aussi pu voir les exigences d'une institution indépendante, transparente, une institution qui cherche toujours à conjuguer l'intelligence du temps long avec celle du terrain. Et la chaîne Public Sénat doit en être le reflet. Par ailleurs, mon projet vous invite aussi à regarder le rôle, la place, la responsabilité de Public Sénat dans le contexte médiatique et démocratique actuel. Selon un récent sondage, aujourd'hui, 1 Français sur 3 ne considère plus la démocratie comme le meilleur système. 1 sur 2 croit à l'existence des Illuminati ou encore d'un complot sioniste mondial. Fort de ces constats, je vous propose de positionner logiquement Public Sénat non pas comme la chaîne des questions à toutes vos réponses, selon le slogan actuel. Je vous propose de faire de Public Sénat la chaîne de la confiance, au service de votre actualité parlementaire, ici, au Palais du Luxembourg, et bien entendu sur le terrain, dans vos collectivités. Pour bâtir cette offre, j'ai beaucoup regardé l'antenne, consulté des personnes de tous horizons et écouté. Je me suis appuyé sur mon expérience, car les chaînes d'information ont démontré ces dernières années leur utilité auprès du grand public et leur capacité aussi à innover dans le traitement des sujets d'actualité. Public Sénat, depuis ses débuts, sous l'impulsion de Jean-Pierre Elkabbach et jusqu'à aujourd'hui, sous la direction d'Emmanuel Kessler, a mené de nombreux chantiers. J'ai la conviction qu'il est aujourd'hui possible, nécessaire même, pour Public Sénat de renforcer la qualité de son offre tout en élargissant son audience. Public Sénat a 20 ans, un âge où il est permis d'être ambitieux, audacieux et agile. Un exemple parmi d'autres, les médias qui traitent de l'actualité politique n'ont pas toujours le temps ni les moyens d'envoyer une équipe ici au Sénat suivre vos travaux dans l'hémicycle ou en commission. Je propose que des vidéos prêtes à diffuser tournées par des journalistes de Public Sénat soient mises à disposition des autres rédactions, gracieusement. Un rayonnement à peu de frais, Brut, par exemple, a parfaitement su le faire en sourçant et en siglant ses contenus largement repris. Cet exemple est le reflet de mon projet. Je veux faire en sorte que votre travail soit visible au-delà du seul canal 13 de la TNT. Pourquoi se priver de la force d'autres déclinaisons, d'autres supports? Il y a des partenaires que l'on connaît qui relaient vos travaux et les travaux de Public Sénat, Facebook, Twitter, Twitch, mais il y a aussi des collaborations à imaginer demain avec, par exemple, LinkedIn, Netflix. Tous ces réseaux font l'événement en mettant à disposition de plus en plus de contenus d'information
des interviews, des débats pour leurs dizaines de millions d'abonnés en France. Votre actualité les intéresse et fait écho aux attentes des Français. Vous recevez ici des chefs d'entreprise, des partenaires sociaux, la société civile, des représentants d'institutions. Claire Hédon, par exemple, défenseur des droits, est auditionné demain devant la commission des lois. Les libertés publiques, une thématique forte, vous le savez, qui fait l'actualité. Autre point fondamental, la fidélité des équipes à la chaîne. C'est une chance, je le crois. Il faut s'appuyer et capitaliser sur cette force. J'entends être à l'écoute de tous les collaborateurs, particulièrement dans ce contexte de crise sanitaire, alors que les mesures de télétravail peuvent éloigner certains salariés. J'estime aussi que la gouvernance de l'entreprise doit se faire avec vous. Public Sénat, m'avez-vous dit, peut parfois vous sembler éloigné de votre quotidien ou de votre agenda. À nous de créer ce lien plus direct pour que vos informations, votre actualité, soient d'abord traitées sur Public Sénat, mieux valorisées et mieux reprises. Ce management par le dialogue doit se faire naturellement dans le cadre d'une exemplarité de la chaîne s'agissant de sa politique des ressources humaines et de sa gestion financière. Au-delà de ma formation en école de commerce, j'ai durant mon parcours professionnel travaillé dans un univers audiovisuel concurrentiel, avec une rigueur budgétaire au centre de tout. Je sais aussi que cela peut être une source de créativité quand on s'appuie sur la technologie. Je pense par exemple à l'utilisation de smartphones pour les tournages qui se généralisent dans les médias dans le monde entier. Concernant le lien avec la chaîne parlementaire Assemblée nationale, il est aujourd'hui, je crois, clair pour tout le monde, une mutualisation de moyens quand cela est nécessaire, mais pas de fusion des entités ni des rédactions. Autre axe de mon projet, je veux faire de Public Sénat la chaîne de la citoyenneté, celle du civisme, de la défense, de la laïcité, de la lutte contre la désinformation et les théories du complot. J'entends ouvrir un kiosque digital de ressources pédagogiques sur votre travail, accessible prioritairement aux jeunes publics, aux enseignants. Cet espace pourrait être baptisé Public Sénat 100% Campus. Je n'invente rien, cela existe aux États-Unis avec le module de la chaîne parlementaire américaine C-SPAN Classroom. Autre proposition, les journalistes de Public Sénat sont chaque semaine sur le terrain. Ils peuvent en profiter pour rencontrer des classes et faire de l'éducation aux médias. La vérification de l'information, la lutte contre le complotisme prend une place de plus en plus importante. Je veux créer un pôle dédié à cela et une déclinaison à l'antenne. C'est une priorité de ces prochaines années. On s'en rendra compte dans les prochains mois, notamment à l'occasion de la campagne présidentielle. Je propose aussi de relancer un rendez-vous d'information en direct, en deuxième partie de soirée, à 22h. Il existait dans le passé, quand il était animé par Sonia Mabrouk, un rendez-vous au sein duquel les partenaires de la presse locale auraient toute leur place pour présenter l'actualité, notamment celle du lendemain, un temps d'avance aussi sur Public Sénat. J'estime également opportun de programmer la grande émission politique hebdomadaire le dimanche, quand les Français ont le temps pour regarder ce type de rendez-vous. Public Sénat a 20 ans et ne doit avoir aucun complexe vis-à-vis de ses concurrents. Enfin, la singularité de Public Sénat passe nécessairement par un traitement de votre actualité dans vos départements. Le nombre de tournages a été réduit ces dernières années. Je recommande qu'ils reprennent une place plus conséquente à l'antenne, surtout dans un contexte de campagne électorale. Il convient de profiter du maillage unique des partenaires de la presse locale, en sachant mieux valoriser, peut-être mieux événementialiser cette production. Et je tiens aussi à parler d'Europe. Cette actualité aujourd'hui est traitée depuis Bruxelles, mais elle doit l'être aussi, je pense, sur le terrain. Je propose un rendez-vous qui s'appellerait l'Europe près de chez moi. La stratégie numérique est le dernier axe de ma présentation. Elle doit résolument être amplifiée, dynamisée. Pour la réussir, Public Sénat doit parler plusieurs langues. Les codes d'Instagram, de Twitter, de Twitch, de Clubhouse ne sont pas les mêmes. Il faut faire des choix éditoriaux et proposer du contenu dédié pour mieux toucher chacune de ces communautés. Il convient de repenser l'offre du site internet. Est-ce utile, pertinent d'avoir 9060 vidéos archivées aujourd'hui et 55 000 articles, rendant fastidieux d'ailleurs la recherche? Il faut à mon sens aujourd'hui être plus sélectif,
offensif aussi sur ce que l'on appelle le preview. Ce sont des programmes accessibles en ligne en amont de leur diffusion, par exemple sur le canal 13 de la TNT, pour faire l'événement et aussi pour créer du lien avec la communauté de Public Sénat. Ce lien passe aussi par la création d'une série de podcasts signés Public Sénat, un nouveau format audio, plus long, permettant l'approfondissement. Le premier sujet pourrait, par exemple, traiter de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et de l'avenir institutionnel de ce territoire. Un mot pour conclure, Public Sénat, le canal 13 de la TNT, doit demeurer, vous l'avez compris, le vaisseau amiral. Mais Public Sénat doit être plus que cela. Public Sénat doit être un média conquérant qui se décline et se déploie avec force, ambition et agilité. Une chaîne attentive à son public, ancrée dans tous les territoires, à votre écoute. Une chaîne qui conjugue qualité de l'information, diversité et pluralité des débats. Public Sénat doit être la chaîne de la confiance. Voilà la route que j'entends tracer pour ces prochaines années, si vous me faites l'honneur de diriger cette entreprise. Je vous remercie, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Fleureau. Et nous enchaînons sans attendre donc avec la série de questions-réponses. Et c'est Madame Benbassa qui va commencer cet exercice. Monsieur Fleureau, selon vous, quels sont les principaux enjeux et défis de Public Sénat dans le paysage audiovisuel actuel? Comment définiriez-vous ces missions intrinsèques? Qu'est-ce qui la différencie des autres chaînes, en particulier les chaînes d'information, mais aussi LCP, Assemblée nationale? Public Sénat, je vous l'ai dit, effectivement, doit parler plusieurs langues et se déployer sur plusieurs supports. Aujourd'hui, Public Sénat concentre ses moyens sur le canal 13 de la TNT. Je pense qu'il est important de conserver ce mode de diffusion et j'en fais mention dans mon rapport. Mais Public Sénat doit se montrer plus offensif et plus agile dans des collaborations avec d'autres supports. Je pense par exemple à certains réseaux sociaux. Je pense par exemple à des plateformes qui aujourd'hui se lancent et proposent du contenu parfois plus ciblé. Par exemple des plateformes qui proposent des documentaires. Il faut densifier ces partenariats afin que l'image de Public Sénat, qui est aujourd'hui bien reconnue des Français, puisse toucher un plus large public. Vous l'avez vu dans mon dossier, Public Sénat, et c'est peut-être ce qui peut la démarquer des chaînes d'information, c'est l'enjeu sur la citoyenneté, l'enjeu sur la démocratie. Je pense que Public Sénat doit s'ouvrir aux Français et plus particulièrement aux jeunes publics. C'est pour cette raison que je propose la création d'un kiosque digital avec des modules expliquant de façon très pédagogique votre travail. Et vous pourriez être acteur de ce kiosque, vos collaborateurs, les journalistes de Public Sénat également. Je pense aussi que Public Sénat doit aller à la rencontre de son public et cela passe notamment peut-être par ses interventions dans des établissements scolaires où les journalistes de Public Sénat viendraient expliquer leur métier, le journalisme politique, pour lutter contre les fake news, la désinformation, mais également pour parler de votre institution, le Sénat. Merci. Je donne la parole à Madame Eustache-Brignot pour la deuxième question. Oui, alors vous avez abordé légèrement ce sujet, mais je voulais vous demander si vous pensiez qu'il fallait effectivement faire évoluer les modalités de diffusion de Public Sénat sur la TNT. Je pense que j'aimerais bien qu'on revienne sur ce sujet. Et si oui, à quelles conditions et surtout à quel horizon faudrait-il le faire? Avec quel mode alternatif de diffusion à privilégier? Je pense que c'est important. Aujourd'hui, il y a des innovations à faire, et évidemment avec un objectif à la fois de diversification et de renforcement de l'audience de la chaîne. Je pense que le mode de diffusion lié à la TNT est un mode de diffusion à conserver. Il représente un coût important, certes, mais aujourd'hui, un peu plus de 22% des foyers, et c'est un chiffre qui date du premier semestre 2020, n'ont que ce seul mode de réception. Et je ne recommande pas de
s'en priver parce que c'est un mode de réception important qui, de plus et de surcroît, est gratuit pour les personnes qui regardent la télévision par ce biais. Public Sénat doit rester accessible au plus grand nombre, mais ne doit pas se priver de décliner ses contenus, les productions de Public Sénat sur toute une série de supports. Et là, je pense qu'il faut être offensif, agile aussi. Je vous ai parlé de plateformes vidéo qui proposent par exemple des documentaires, du reportage. Je vous parle bien entendu des réseaux sociaux qui diffusent de plus en plus de contenu en direct ou en différé. Et je vous ai parlé du réseau, par exemple, LinkedIn, qui recherche ici, par exemple, quand vous recevez, dans le cadre de commissions, eh bien, des personnalités, il pourrait y avoir un pont entre Public Sénat et cette passerelle pour atteindre un public qui ne vient peut-être pas naturellement sur le canal 13 de la TNT. Merci. La parole est à Madame Nathalie Delattre. Merci Madame la Présidente. Monsieur Fleureau, dans un contexte budgétaire contraint, comment comptez-vous mettre en valeur à l'antenne de Public Sénat tous les territoires, y compris les Outre-mer, et rendre compte de l'activité de terrain des sénatrices et sénateurs dans l'exercice de leur mandat? Par ailleurs, comment comptez-vous assurer l'égalité femmes-hommes à l'antenne? Merci. Merci pour votre question. Effectivement, par ma carrière de journaliste politique, j'ai sillonné la France en suivant des responsables politiques, en faisant du reportage. Et je sais que cette emprise, ce lien avec le terrain est fondamental. C'est une des particularités de la chaîne Public Sénat qui offre à la fois un traitement de votre actualité en plateau, sur des tranches bien particulières, mais également qui permet de suivre vos travaux dans les territoires. Il y a un lien, et j'en ai parlé dans mon exposé, avec les groupes de la presse quotidienne régionale. Ils produisent énormément de contenu, des vidéos d'une grande qualité, et je pense qu'il doit y avoir peut-être un partenariat renforcé à ce sujet pour ancrer un peu plus la présence des territoires à l'antenne. Il y a ensuite des émissions qui existent aujourd'hui, qui vous suivent dans votre quotidien et qui viennent parfois pendant plusieurs jours comprendre les réalités que vous rencontrez dans les départements. Concernant l'égalité homme-femme, aujourd'hui, c'est un sujet qui a été pris en main par Emmanuel Kessler ces dernières années. Des rendez-vous d'information, notamment à l'antenne, sont présentés par des femmes. C'est bien entendu une priorité que j'entendrai poursuivre si on me confie la direction de l'entreprise. Il y a eu une évolution, sous votre impulsion, une évolution législative, et j'entends être particulièrement à l'affût sur ce sujet, sur le sujet de la diversité également, sur le sujet de l'inclusion, le handicap également aussi. Merci Monsieur Fleureau. Alors, je vais poser la question suivante. À ce jour, vous avez effectué l'ensemble de votre carrière dans les chaînes d'information. Pourriez-vous nous expliquer en quoi votre expérience professionnelle vous permettrait de présider une chaîne de service public comme Public Sénat ? Et pensez-vous que c'est la même approche que celle des chaînes d'information que nous devons chercher pour Public Sénat? Sinon, comment concevez-vous justement cette mue? C'est vrai que j'ai travaillé au sein de BFM TV et de CNews, donc dans un univers des chaînes d'information en continu. Et je pense que mon expérience de journaliste politique expérimenté est un atout pour Public Sénat, de comprendre les enjeux aujourd'hui, de comprendre votre quotidien, de le comprendre presque de l'intérieur en ayant suivi vos travaux, l'actualité parlementaire. Je pense que dans la période qui s'ouvre, c'est nécessaire afin de porter, je dirais, un projet, une vision d'entreprise pour Public Sénat. Et c'est d'ailleurs une tradition que cette chaîne
l'antenne soit dirigée par un journaliste. J'ai par ailleurs dans mes responsabilités encadré des équipes nombreuses parfois sur le terrain qui se déployaient partout dans les territoires. J'ai été en lien avec bien entendu l'organisation de l'antenne et la direction de mes entreprises pour mettre en place des opérations spéciales, des dispositifs. Aujourd'hui, je veux passer, entre guillemets, une nouvelle étape dans ma carrière et donc diriger une entreprise comme Public Sénat. C'est pour cette raison que je suis ici devant vous. Vous m'avez demandé la mue, entre guillemets, c'est ce passage que je souhaite faire. Très bien, merci Monsieur Fleureau. La parole est à Monsieur Joël Guerriau. Merci Madame la Présidente. Monsieur Fleureau, en prenant connaissance de votre dossier de candidature, j'ai été surpris. Agréablement surpris. D'abord parce que j'ai trouvé que la présentation était tout à fait intéressante et surtout parce que vous avez là fait énormément de propositions qui sont très bien argumentées. Alors je me dis que sur le plan de la ligne journalistique, vous avez du contenu et vous avez une connaissance réelle et sérieuse. La question qui m'interpelle, c'est la question de la fonction à laquelle vous postulez, qui est une fonction qui demande ces qualités que vous avez su nous montrer à travers cette candidature, mais aussi des qualités de gestionnaire. Pourquoi ? Parce que Public Sénat, c'est aussi un budget annuel de 18 millions d'euros. Et sur ce point-là, cette expérience ne ressort pas de votre parcours. Et j'aimerais avoir votre vision sur ce qui vous paraîtrait être de nature à améliorer la gestion de Public Sénat. Merci. Merci pour votre question. Effectivement, je n'ai pas eu la responsabilité d'un tel budget dans ma carrière et jusqu'ici, et je mesure l'importance de cette question. Public Sénat fonctionne dans un univers budgétaire contraint, en lien avec vous, bien entendu. La dotation que vous allouez à l'entreprise constitue quasiment l'essentiel de ces ressources. Il y a des leviers sans doute à activer, ils le sont déjà et on peut les amplifier. Je pense au partenariat, au parrainage des missions qui offrent des recettes. Alors bien entendu, la situation économique est elle aussi sous tension et il faudra être sans doute offensif pour nouer de nouvelles collaborations. Je pense aussi, et c'est mon expérience en chaîne d'information qui m'a apporté sans doute cette qualité-là, c'est d'être à l'affût de nouvelles technologies qui nous permettent des économies en quelque sorte. Je vous ai parlé par exemple de l'utilisation de smartphones pour filmer des reportages. C'est un outil qui d'ailleurs est parfois sans doute plus opportun parce que moins intrusif auprès des personnes que l'on rencontre. L'utilisation du téléphone portable se généralise et est moins coûteux que l'achat de caméras parfois. Donc je pense à ces mutations. Je connais effectivement cet univers budgétaire contraint qui est celui de Public Sénat aujourd'hui, mais qui est aussi celui des chaînes dans lesquelles j'ai pu travailler. Merci. Monsieur Pierre Laurent. Oui, bonjour Monsieur Fleureau. Dans votre projet, vous évoquez, et vous venez d'en évoquer certaines, toute une série de pistes innovantes sur les contenus et les partenariats. Vous avez parlé tout à l'heure de signatures, de programmes diffusés à l'antenne, de dispositifs nouveaux pour travailler avec les jeunes publics. Et parmi les pistes d'évolution que vous évoquez, il y a une piste en matière de documentaire. Vous avez aussi parlé de partenariat en la matière. Et vous proposez notamment d'investir le terrain de la docu-fiction en repensant les formes, alors que l'on constate que les mini-séries rencontrent un grand succès sur certaines plateformes. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette piste innovante que vous souhaitez développer ? Merci pour votre question. C'est vrai que le documentaire est un format qui rencontre un vrai succès sur l'antenne de Public Sénat et certains documentaires l'ont montré récemment. Je pense qu'il faut poursuivre cette politique qui a été engagée en lien notamment avec la chaîne parlementaire Assemblée nationale, peut-être dans une mutualisation de coproduction ou en tous les cas dans un agenda coordonné de thématiques à traiter. Je pense qu'il faut
effectivement suivre les évolutions aussi de consommation, de reportages, de documentaires, de séries aussi. Les Français adhèrent à des séries, passent beaucoup de temps devant leur écran, et c'est vrai que les formats que l'on peut connaître en télévision, je dirais les formats classiques, 26 minutes ou 52 minutes, sont aujourd'hui peut-être à revisiter sans rien retirer de la qualité et du fond du projet. Il peut y avoir aussi eh bien, un nouveau découpage qui amène une nouvelle forme d'écriture aussi, afin de mieux coller aux attentes des téléspectateurs et notamment des jeunes publics. J'ai parlé aussi de la possibilité de mettre en preview certains programmes afin d'événementialiser l'antenne. La mise en ligne de certaines séries se fait beaucoup et permet de toucher un autre public, d'événementialiser la sortie d'un document, de créer du lien avec la communauté. Merci, Monsieur Fleureau. Il nous reste encore du temps, puisque vous avez 40 minutes. Ce que je propose à mes collègues, c'est de poser peut-être une ou deux questions complémentaires en fonction du temps disponible. Monsieur Capo-Canella et Monsieur Hervé, si on a... Merci, Madame la Présidente. Monsieur Fleureau, vous avez évoqué tout à l'heure les relations avec notre consoeur LCP, avec laquelle nous partageons le canal. Et j'ai noté la formule mutualisation de moyens, mais pas fusion. Alors, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que vous entendez par là ? Notamment, on a en arrière-plan de nous la question que pose souvent l'Assemblée, ou plutôt la condition qui nous semble qu'elle pose, c'est-à-dire qu'elle a tendance à regarder la mutualisation des moyens comme devant être immanquablement associée à une mutualisation éditoriale. Et là, pour le coup, ça pose le problème de la spécificité de la chaîne que nous souhaitons défendre. Alors voilà, qu'est-ce que vous voyez là-dessus ? Et puis deuxièmement, vous avez parlé des smartphones tout à l'heure. Quelle est la limite à l'usage des smartphones ? Parce que forcément, il y a des personnels qui sont aujourd'hui JRI pour la chaîne. Voilà, comment vous voyez tout ça ? Effectivement, mutualisation des moyens, c'est-à-dire une collaboration dans l'achat, par exemple, de matériel, dans la coproduction parfois d'événements. Il y a des rendez-vous qui sont réguliers à l'antenne, qui permettent aux deux chaînes de travailler ensemble. Il peut y avoir aussi à l'avenir des événements sur le terrain qui peuvent nous permettre de travailler ensemble, Public Sénat et la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Mais fusion des rédactions, fusion des managements, je pense effectivement que ce n'est pas à l'ordre du jour, ce n'est pas ce qui est souhaité ici d'ailleurs, et vous me l'avez tous dit dans les échanges que j'ai pu avoir, tout simplement parce qu'il y a, et on l'a vu dans l'actualité récente, une spécificité, je dirais, à vos travaux, une singularité. Ici, Public Sénat a aussi un lien particulier avec la presse quotidienne régionale. C'est un axe très fort des développements des programmes et c'est ce qui singularise, je pense, l'entreprise. Alors, concernant l'utilisation des smartphones, moi je pense que effectivement certains types de tournage ne le recommandent pas. Il faut savoir adapter l'outil à la réalisation et il y a par contre des moments où l'usage d'un téléphone portable, parce qu'il est moins imposant, moins intrusif, permet d'aller à la rencontre des Français dans une intimité, à la rencontre des personnes que l'on souhaite mettre à l'image. Il y a une émission qui est aujourd'hui diffusée sur l'antenne de Public Sénat qui s'appelle Terre à Terre et qui est tournée aussi avec des smartphones. La qualité de l'image aujourd'hui a fait de très nets progrès, ce n'était pas le cas auparavant. Et je pense bien entendu que dans une discussion avec les salariés, les journalistes reporters d'images, eh bien, il peut y avoir l'utilisation de ces outils. Merci. Et Monsieur Hervé. Et merci Madame la Présidente. Monsieur Fleureau, vous avez évoqué la question européenne et la question d'une émission dédiée. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Vous savez que c'est
une question auquel les sénateurs, au travers de leur délégation, enfin de leur commission même aux affaires européennes, comme au travers du travail parlementaire lui-même, sont particulièrement attachés. Comment vous voyez cette émission? Je pense que vous l'avez en plus rattachée un peu au territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'émission qui traite de l'actualité européenne est réalisée depuis Bruxelles, en plateau, en partenariat avec France 24, ce qui permet d'être en prise directe avec cette actualité, mais qui ne permet pas de retranscrire la réalité, sans doute, de l'activité européenne et de l'actualité européenne sur les territoires, dans les départements au plus près des Français. Je propose effectivement une nouvelle émission qui aborde cette question sous cet angle-là, c'est-à-dire de quelle façon, concrètement, les décisions qui peuvent être prises au niveau européen ont des répercussions, ont un impact. C'est pour ça que j'ai intitulé cette émission « L'Europe près de chez moi ». Je pense que ça, c'est une façon, là aussi, de mieux rendre compte de cette actualité, des travaux du Parlement européen, de la Commission. On le voit aujourd'hui à l'occasion de la crise sanitaire, l'Europe, Bruxelles, peut sembler déconnectée des préoccupations des Français et s'interroger avec un ancrage local sur ces thématiques-là permettrait sans doute de rapprocher l'institution européenne des réalités et des préoccupations des Français. Merci. Plus de questions. Peut-être rapidement, comme il vous reste encore un petit moment, une petite question pour conclure. L'année 2022 va être une année particulière pour les rédactions. Pourriez-vous nous dire comment vous envisageriez son traitement? Oui, l'année 2022 est marquée par ce rendez-vous avec l'élection présidentielle. Auparavant, il y aura d'autres scrutins qui vous concernent d'ailleurs. Je pense au régional, au départemental, un renouvellement sénatorial au mois de septembre. Mais c'est vrai que le rendez-vous présidentiel sera forcément un moment fort de l'antenne de Public Sénat. J'entends d'ailleurs le vivre avec cet angle du local, du terrain, des préoccupations des Français qui vont chercher à exprimer des envies, à exprimer des idées, et à la rédaction de Public Sénat d'être au plus près des Français pour faire vivre justement ce débat d'idées en lien avec vous, effectivement, où il pourrait y avoir des opérations de dialogue entre parlementaires et les Français afin justement de se démarquer peut-être des chaînes d'information en continu qui traiteront de cette actualité sous un prisme plus lié au débat de plateau, je dirais. Public Sénat, avec la chaîne parlementaire Assemblée nationale, doit également se positionner sur des rendez-vous. Je pense au débat, aux interviews des candidats. C'est l'événement marquant politique de 2022 et il faudra se positionner à ce niveau-là. Très bien, Monsieur Fleureau. Et maintenant, il vous reste à conclure effectivement votre intervention dans la limite des 40 minutes qui sont imparties à chaque candidat. Vous avez la parole, Monsieur Fleureau. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, je souhaite donc vous redire l'honneur qui est le mien de présenter mon projet pour Public Sénat. Je suis ici à l'issue d'un processus de sélection ouvert, transparent, qui est à l'image de ce qu'incarne le Sénat. Vous êtes la chambre de l'indépendance, de l'écoute, où le temps long des débats permet souvent d'être en avance sur son temps. La chambre de l'équilibre des pouvoirs et une chambre qui est résolument proche des Français et de leur quotidien, une chambre bien en prise avec la société, ces évolutions que vous accompagnez. Si vous m'avez donné la possibilité de défendre la vision que je porte pour Public Sénat, c'est justement parce que vous jugez sans doute qu'il y a des choses à changer et que je peux, par mon expérience, mes idées, continuer à faire grandir la chaîne qui vous représente. La faire grandir avec les équipes de Public Sénat. J'y ai beaucoup réfléchi. Cette décision de me présenter à la présidence de Public Sénat, je l'ai prise en conscience, avec modestie
mais avec beaucoup de détermination. Et ce que je souhaite vous dire, c'est que je suis certes un journaliste politique, mais pas un journaliste partisan. Je ne serai pas le président d'un camp, mais celui qui défend une institution, la vôtre, et chacun de ses représentants dans leur diversité. Certains d'entre vous me découvrent aujourd'hui, d'autres m'ont vu sur le terrain et à l'antenne, connaissent mon engagement et ma rigueur que je souhaite investir à 100% pour Public Sénat. Ma candidature au poste de président-directeur général s'inscrit dans la tradition de cette chaîne d'avoir choisi des journalistes pour la diriger, maîtriser les codes de l'actualité, vous connaître presque de l'intérieur pour porter une vision éditoriale adaptée, particulièrement dans cette période troublée, est en effet essentiel pour une chaîne qui fait de l'actualité politique et parlementaire le cœur de son antenne. Public Sénat a 20 ans aujourd'hui. Si la marque est bien ancrée dans l'esprit des Français, la chaîne n'a sans doute pas été suffisamment prescriptrice des changements ces dernières années. À BFM TV, j'ai participé à la création de la chaîne en 2005 en étant au cœur des mutations qui marquent encore maintenant le paysage audiovisuel. Et de la même façon, depuis 2 ans et demi, à CNews, j'ai vu cette chaîne qui a su partir à la conquête d'un nouveau public avec les débats d'opinion. Il ne s'agit pas, et vous l'avez compris, de copier ces chaînes d'information, mais à Public Sénat, d'être maintenant aussi ambitieuse en conservant sa singularité, son identité vis-à-vis de la chaîne parlementaire Assemblée nationale, avec des programmes renouvelés, en utilisant de nouveaux outils de façon agile et en repensant l'offre digitale avec une équipe dédiée pour toucher un public plus jeune et plus large. Je m'engage à réaliser ce projet en associant pleinement les collaborateurs de Public Sénat. La rédaction ne m'est d'ailleurs pas inconnue, j'ai été amené à travailler avec certains journalistes. Ces chantiers seront menés en relation approfondie avec les partenaires historiques de la chaîne, les représentants de la presse quotidienne régionale en particulier, de la presse spécialisée aussi, des radios et des télévisions locales. J'ai déjà pris des contacts et je sais qu'il y a une volonté partagée d'innover et d'aller plus loin dans l'exploration de nouveaux champs d'expression ou de renouer plus fortement avec la thématique de la culture ou celle du patrimoine, par exemple. Public Sénat est pour tous ces acteurs, soyez-en persuadés, une opportunité. Mon projet, vous l'avez compris, est une promesse de confiance, confiance de Public Sénat avec toutes ses parties prenantes, en indépendance, mais aussi confiance pour faire de Public Sénat un acteur résolument ancré dans l'avenir de l'audiovisuel. Voilà la route que j'entends tracer. Je vous remercie. Merci pour cette conclusion, Monsieur Fleureau. Et nous avons donc terminé votre audition. Voilà pour l'audition de Damien Fleureau, qui est actuellement chef du service politique de CNews et auparavant qui était journaliste politique à BFM TV. On va à présent passer à la 3e et dernière audition de l'après-midi. Le dernier candidat auditionné pour la présidence de Public Sénat est Christopher Baldelli, ancien directeur général de France 2, puis patron de RTL de 2009 à 2019. Nous reprenons nos travaux. Et Monsieur Baldelli, je vous rappelle les règles que j'ai indiquées tout à l'heure déjà. Votre audition va durer 40 minutes. D'abord 10 minutes de présentation de votre candidature, puis 25 minutes d'échange avec la commission. Et puis pour terminer, 5 minutes environ pour votre conclusion. Je vous donne donc maintenant la parole, sans attendre, pour une durée de 10 minutes. Monsieur Baldelli, vous y allez. Madame la Présidente, Monsieur le Questeur, Mesdames les sénatrices, Mesdames les sénateurs, Messieurs les sénateurs. Votre chaîne, Public Sénat, aujourd'hui a déjà 20 ans. Je me souviens qu'il y a 20 ans, en avril 2020, je signais et je négociais comme dirigeant de France 2 ce qui était un premier protocole d'accord avec ce qui s'appelait encore à l'époque la chaîne parlementaire Sénat. Et depuis 20 ans, on le sait tous, beaucoup de choses se sont passées en général et dans le secteur média en particulier. Cette chaîne, bien sûr, a touché
sa fréquence TNT en 2006, qui lui a donné une visibilité, une notoriété extrêmement importante, mais aussi, durant cette période, on a vu la multiplication du nombre de chaînes gratuites, on a vu la multiplication du nombre de chaînes d'information, et on a vu naturellement l'avènement du numérique et des réseaux sociaux. Et dans cet environnement multiple, hyper concurrentiel, d'une certaine façon, ne pas évoluer suffisamment vite, c'est déjà prendre le risque de reculer. Et je crois que cette chaîne a aujourd'hui besoin d'un souffle nouveau. Je pense qu'elle a besoin d'un nouvel élan. Et je vais essayer de vous présenter mon projet à travers les 4 axes qui vous sont présentés. Le premier de ces axes consiste à bien définir à la fois le positionnement et la spécificité de cette chaîne. En effet, face à ce nouvel environnement hyper concurrentiel, il faut bien que Public Sénat réussisse à préserver et à défendre son identité. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de médias, et par exemple les chaînes d'infos, dans cette surenchère, ont tendance à hausser le ton. Je pense au contraire que Public Sénat peut parfaitement être le lieu d'un dialogue constructif, d'un dialogue apaisé et civilisé. C'est un espace possible dans l'univers audiovisuel français. Public Sénat est la chaîne du Sénat. Je ne vous apprendrai pas grand-chose, mais cela veut dire très concrètement, pour son positionnement, pour son identité, qu'elle doit naturellement traiter de l'actualité, mais qu'elle doit surtout traiter de l'actualité du Sénat et parler des territoires. Pour cela, elle doit faire son travail de chaîne parlementaire. Je dirais sans complexe et même en le revendiquant. Parler des territoires. On le sait, la France ne se résume pas à Paris. Les territoires sont multiples, variés, urbains, ruraux, en métropole et dans les territoires d'outre-mer. Les Français ont les goûts de ces territoires. On le sait, il suffit de voir le succès de certains journaux quotidiens à la télévision qui en donnent largement compte et qui ont un succès extrêmement important. Je crois donc que pour cette chaîne, parler des territoires, c'est en vérité un atout et une distinction pour Public Sénat. Sur la chaîne sénatoriale, on doit voir et entendre des sénateurs et des sénatrices, bien évidemment. On doit les voir comme dans leurs activités, à Paris ou dans leur territoire. On doit également les avoir comme invités, comme experts dans les émissions quotidiennes. Et on doit également les avoir comme invités dans ces mêmes émissions quotidiennes. Chaque année, l'ensemble des 348 sénatrices et sénateurs doit avoir au moins une exposition sur un des médias de Public Sénat. Tel est mon engagement. Parler des territoires, traiter de l'actualité du Sénat. L'actualité parlementaire, ce n'est pas à vous que je le dirai, celle du Sénat est permanente. Le travail des commissions, le travail législatif, les commissions d'enquête, les missions d'information, le travail des délégations, les questions d'actualité au gouvernement, c'est une matière extrêmement riche, extrêmement dense. Il est d'ailleurs sans doute, elle est tellement dense, sans doute peut-être difficile en permanence de savoir tout ce qui se passe. Mais c'est le rôle de cette rédaction, c'est le rôle de cette chaîne. Et pour moi, c'est au cœur de sa mission. Le Sénat, de son côté, a repensé au cours des dernières années l'organisation de ses travaux, à travers notamment une modernisation de ses rapports, l'accroissement des captations des auditions, qui naturellement constitue une matière première précieuse pour cette chaîne, et également le développement des travaux de contrôle. Cela a permis à cette Assemblée de mieux interagir avec les attentes des citoyens. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, Public Sénat doit vraiment faire le lien entre ses travaux et ses attentes et faciliter l'accès à l'information. Je vais vous donner un exemple simple. Chaque semaine, le Sénat, des sénateurs font des propositions qui intéressent tous les Français dans leur vie quotidienne. Eh bien, il faut que cela soit à l'antenne de Public Sénat dans un programme qui pourrait s'intituler, par exemple, « Le Sénat et vous ». La chaîne Public Sénat, toujours dans ce positionnement, et j'en finirai sur ce point-là, doit être une chaîne citoyenne. Elle doit être un rempart pour la démocratie représentative par rapport à la démocratie d'opinion. C'est une façon pour la chaîne de faire voir sa différence par rapport aux médias publics et privés, notamment parce qu'elle a une exigence légale d'impartialité. Elle est la seule en France à l'avoir, et c'est précieux, je pense, à un moment où les médias, on le sait, ont de plus en plus de mal à faire face à la défiance du public à leur égard.
Le deuxième axe vise à apporter à la chaîne, au programme, une visibilité, une modernité plus forte. Sur ce point-là, je pense qu'il doit y avoir des évolutions à la fois sur la forme et sur le fond. Je dirais que les programmes, et c'est peut-être leur travers de Public Sénat, sont parfois un peu trop sérieux. Je ne parle pas du fond, je parle de la forme. Or, nous sommes dans un monde de la télévision qui est ainsi fait que la concurrence est forte, que les choix sont multiples, et donc il est extrêmement important d'être dans les bons codes de télévision, que ce soit pour la décor, pour la narration, pour la réalisation, pour le rythme des évolutions, des émissions. Tout cela évolue très vite, et même si la chaîne Public Sénat est différente, elle ne peut pas faire l'économie dans sa proposition de cette modernité, dans son identité visuelle. Je donnerai juste à titre d'exemple le fait qu'aujourd'hui, les visages qui incarnent l'écran, elle a toujours été un endroit pour faire découvrir des nouveaux talents, c'est son ADN d'origine, mais il n'y a pas aujourd'hui véritablement de figures identifiées du grand public. Or, ces figures identifiées ont l'intérêt d'amener plus facilement, d'identifier la chaîne, de donner confiance au public. Alors entendons-nous bien, hein, il ne s'agit pas de faire la course aux stars, ce n'est ni dans les budgets, ni dans l'esprit de la chaîne, mais dans le passé, ça a été le cas. Il y a eu des personnalités reconnues de l'audiovisuel qui sont venues dans un projet qui les intéressait. Enfin, je pense qu'en ce qui concerne les experts et journalistes invités à l'antenne, il faudra continuer à travailler sur un profil plus diversifié et notamment prenant mieux en compte la diversité. En ce qui concerne les deux principales émissions quotidiennes de la chaîne, l'émission de la matinale Bonjour chez vous et celle Allons plus loin, je crois que parce que justement elles sont largement rediffusées sur la chaîne, il est important de les faire évoluer pour qu'elles soient encore plus riches et plus denses. Et naturellement, Public Sénat doit être plus que jamais la chaîne des territoires et donc les partenariats liés avec la presse quotidienne régionale, avec les radios en région, doivent aussi, à mon sens, être approfondis. J'en viens à présent au troisième axe. Celui concerne la volonté d'accentuer l'empreinte numérique de la chaîne, notamment sur les réseaux sociaux. Entendons-nous bien, aujourd'hui, le premier canal de diffusion de cette chaîne, c'est bien sûr le canal TNT. Et naturellement, il faut le privilégier. Mais on sait que l'évolution et l'avenir de la TNT sont des choses qui ne sont pas, à ce stade, totalement prévisibles. Il faut donc continuer à investir fortement sur les autres modes de diffusion et notamment sur les modes de diffusion numériques. Donc je pense qu'il faut des formats plus variés sur cet univers-là et je propose donc une stratégie fondée sur la marque Public Sénat, favorisant une hyperdistribution des programmes afin de rattraper notamment un retard sur les réseaux sociaux et sur les applications. Sur les réseaux sociaux, je constate que le Sénat, comme assemblée, a une avance notamment sur Twitter, il a une audience très large. Je constate au contraire que la chaîne Public Sénat, notamment par rapport à son homologue LCP de l'Assemblée nationale, n'a pas nécessairement la même performance sur ces réseaux. Donc je pense que sur ces réseaux, pour améliorer la performance, il y a une grammaire propre. Il ne faut pas se contenter beaucoup de rediffuser les programmes linéaires, mais il faut véritablement faire des formats et des programmes spécifiques pour ces réseaux. C'est comme ça qu'on trouvera davantage de résonance et c'est important, notamment vis-à-vis des publics jeunes, vous le savez. J'observe aussi que la chaîne n'a pas de mobilité, d'application en mobilité. Je pense que c'est un sujet qui doit être en tout cas examiné. Et enfin, toujours dans l'empreinte numérique, et pour finir sur ce point-là, je dirais il y a une initiative, à mon sens, qui peut être prise, qui pourrait s'appeler Public Local et qui constituerait à faire une plateforme agglomérant des programmes de la chaîne elle-même en territoire, en région, et également des programmes de ses partenaires de la PQR. La chaîne ayant un rôle à ce moment-là d'agrégateur de partenaires sur ce sujet. Et j'en viens enfin à mon dernier axe qui concerne le projet d'entreprise. Je dirais, premier point, nous aurons peut-être l'occasion d'en parler, ce projet doit être fait à budget constant, mais pour cela, je l'ai dit, il faut prendre des nouvelles initiatives numériques, des nouvelles initiatives sur les programmes. Donc je propose une méthode, on pourra la détailler si vous le voulez, qui s'appelle budget base zéro et qui permet en vérité de réexaminer toutes les dépenses en se reposant en permanence la question de leur fondement. Mais une chaîne, ce n'est pas seulement des coûts, c'est aussi des personnes qui travaillent, c'est une valeur ajoutée très forte de cette chaîne, et évidemment un réseau de talents. J'entends bien, et je l'ai fait dans toutes les entreprises que j'ai dirigées, être le garant de la paix sociale pour l'ensemble des équipes de Public Sénat. Et enfin, je finirai sur ce point-là. Au-delà
des enjeux naturellement de parité, de diversité fondamentale pour cette chaîne, de par son image même, la question de l'exigence de toute forme de lutte contre les violences sexuelles au travail. Au-delà de tout ça, si on veut se redonner des marges de manœuvre, je crois qu'il faut remettre sur la table le travail de synergie avec la chaîne de l'Assemblée nationale LCP. Entendons-nous bien, pas des synergies et des rapprochements à n'importe quel coût. Je dis très clairement, et cela figure dans mon projet, que la fusion n'est pas dans mon projet, et je ne suis pas l'homme qui fera la fusion. D'ailleurs, ça ne dépend pas du président de la chaîne, mais ça dépend d'abord des instances de l'Assemblée. Mais je veux dire que si on veut retrouver des marges de manœuvre, il y a sans doute moyen de relancer un processus de coopération qui aujourd'hui me semble proche, disons, de l'immobilisme, du point zéro, et je m'engagerai en tout cas à relancer une démarche constructive sur ce terrain-là. Merci. Merci, Monsieur Baldelli. Et donc, sans plus attendre, nous allons passer à la série de questions-réponses. Elle va durer environ 25 minutes. Et c'est Madame Filleul qui va poser la première question. Oui, merci Madame la Présidente. Cher monsieur, vous avez déjà évoqué ces sujets dans votre présentation, mais je me permets d'y revenir. Pour vous, quels sont les principaux enjeux et défis de Public Sénat dans le paysage audiovisuel actuel ? Comment définiriez-vous ces missions intrinsèques et qu'est-ce qui la différencie des autres chaînes, en particulier les chaînes d'information, mais également LCP, Assemblée nationale, dont vous venez juste de parler? Merci beaucoup. Merci Madame la sénatrice. Donc sur le premier point, je finis juste de noter votre troisième question. Les principaux enjeux, clairement, si je devais, il y en a beaucoup naturellement, mais je vais aller sur les principaux. Le premier, je l'ai dit, aujourd'hui cette chaîne a une fréquence TNT. C'est extrêmement précieux, mais la TNT n'a pas un avenir sans limite. Il y a sans doute un rendez-vous prévu dès 2025 et il pourrait y avoir une extension de la TNT en 2030. Donc je pense qu'il est plus que jamais indispensable de vraiment développer la marque Public Sénat au-delà de la chaîne strictement, de la développer à travers des contenus et d'utiliser aujourd'hui tous les modes de diffusion que nous avons sur les contenus. Les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, Twitter, mais également, dans certains cas, cela peut être des accords avec des plateformes de diffusion comme la plateforme Salto, comme je propose aussi dans mon rapport de faire des podcasts que la chaîne ne fait pas et qui est véritablement un développement très fort aujourd'hui de nouveaux contenus, très simples, pas cher à faire. On fait des podcasts, c'est-à-dire du son enregistré et ensuite on le diffuse sur des plateformes. Par exemple, Radio France est une plateforme très performante en matière de podcasts. Donc je pense vraiment, d'où l'idée aussi de cette plateforme publique locale, je pense qu'il faut vraiment aller plus loin, mettre plus de moyens humains et financiers. C'est ce que je disais dans le fait, on sait que les moyens sont constants, donc il faut faire des choix. Mais je crois qu'il faut développer la diffusion de la marque et de toutes ces formes de programmes adaptés sur différentes plateformes. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, je l'ai dit aussi, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer le canal lui-même, qui est quand même le canal le plus vu de l'ensemble des médias qu'a cette chaîne. Et je pense que sur le canal, il y a un travail. Vous savez, quand on a deux émissions quotidiennes, la matinale et puis l'émission du soir, Allons plus loin, qui sont beaucoup rediffusées, je pense qu'il faut vraiment un travail très fin. C'est peut-être pas le lieu ici, mais je pourrais rentrer dedans. Là aussi, à la fois sur la forme et sur le fond, pour essayer que ces émissions apportent vraiment tout ce qu'elles peuvent apporter. Et je pense que de façon globale, il y a une petite question de modernité qui se pose parce que encore une fois, dans le monde de la télévision, on est dans un monde de zapping. Les gens ne vont pas toujours juste sur votre chaîne, cela arrive, mais souvent, ils passent d'une chaîne à l'autre. Et donc, il y a des choix, des codes couleurs, parfois, qui ne sont pas nécessairement les plus attractifs. Le deuxième point, Le deuxième point, ce sont les missions intrinsèques. Alors, les missions intrinsèques, je l'ai dit, pour moi, c'est une chaîne parlementaire. Une chaîne parlementaire, c'est d'abord une chaîne parlementaire. C'est-à-dire c'est d'abord une chaîne qui rend compte des travaux du Sénat et il y a en permanence dans cette maison. Il y a en ce moment, donnons un exemple, en ce moment, il y a, je crois, 2 missions qui travaillent sur les questions de la jeunesse des étudiants.
d'une part des étudiants et d'autre part des jeunes en général, étudiants ou pas étudiants, avec les problèmes d'inégalité. Voilà un sujet majeur pour notre pays. Voilà un sujet que la pandémie a encore accéléré. Je pense que aussi bien sur le site que sur la chaîne elle-même, avec des travaux aussi riches qui s'étalent durant des semaines et des mois, je pense qu'il y a vraiment une matière très importante. Et je l'ai dit, c'est cette dimension de chaîne parlementaire, chaîne des sénateurs, chaîne des travaux du Sénat. Alors ça n'empêche pas aussi le côté chaîne civique, qui est important, chaîne d'actualité. Je ferai peut-être le lien avec la troisième question. Bien sûr, cette chaîne traite de l'actualité. Sauf qu'aujourd'hui, des chaînes d'actualité, vous en avez un nombre, on est sûrement le pays qui doit avoir le record, et tout accessible en gratuit en TNT. On en a au moins 4, on en a 5, 6. Donc à l'arrivée, c'est un domaine extrêmement concurrentiel et on le voit bien. Elles se font une concurrence beaucoup dans la surenchère. Donc je pense de ce point de vue-là que Public Sénat a vraiment une carte différente à jouer. Elle ne doit pas trop singer, essayer de faire une course à l'échalote avec les chaînes d'infos. Je ne crois pas à ça. Mais elle traite de l'actualité. Donc je pense qu'elle peut faire entendre sa différence, peut-être par plus de profondeur dans ses analyses. Et là, encore une fois, elle peut s'appuyer sur les travaux du Sénat. Et je pense, de façon générale, qu'elle peut véritablement... C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je présente ce projet, et c'est ce qui m'intéresse dans cette chaîne. Je pense qu'elle peut vraiment, dans cet univers, je pense qu'elle peut vraiment avoir un rôle, un ton, un style différent. Et le dernier point, si vous permettez, différence avec LCP, je dirais très simplement, le Sénat et l'Assemblée sont deux assemblées représentatives, mais elles ont un style différent. Et je pense que ce style, on doit le voir sur chacune des chaînes. Merci, Monsieur Baldelli. Je donne la parole à Monsieur Pierre Laurent. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Baldelli. J'avais prévu de vous interroger sur l'évolution que vous envisagez des modalités de diffusion. Vous avez déjà à 2 reprises abordé ce sujet et à l'instant. Juste pour réinsister et clarifier les choses sur l'avenir de la TNT, du canal 13, parce que vous avez dit à l'instant que vous pensiez qu'il n'était pas éternel. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans votre esprit ? Sur les modes alternatifs de diffusion, vous avez donné plusieurs exemples. Est-ce que vous pouvez développer un peu là-dessus, notamment sur les réseaux sociaux, et avec quel objectif de diversification, de renforcement du public vous envisagez cette diversification d'utilisation des modes de diffusion ? Alors d'abord, sur le premier point, Monsieur le Président, très important, l'avenir de la TNT, je voudrais plutôt être rassurant. D'abord, je suis absolument, si j'ose dire, pro-TNT, parce que d'abord, c'est gratuit, c'est non identifiable, c'est-à-dire à la différence de quand vous êtes abonné à un opérateur télécom qui vous fournit la télévision, quand vous regardez la TNT, c'est de l'hertzien, personne ne sait ce que vous regardez, quand vous le regardez, et par ailleurs, c'est gratuit. Donc je pense que la France a beaucoup développé la TNT, à la différence souvent d'autres pays européens, d'où la difficulté par rapport au fait que la TNT est potentiellement un jour menacée. Mais en tout cas, je considère que c'est un atout très fort pour la France, très fort pour cette chaîne. Et donc, en tout état de cause, il faut, si j'ose dire, se battre pour qu'on ait la TNT le plus longtemps. Une fois qu'on a dit ça, la difficulté, c'est que ce sont évidemment des fréquences que d'autres acteurs, opérateurs, souvent, je ne suis pas expert là, mais souvent télécom, visent à un moment donné. Et c'est au niveau de la Commission européenne où ils cherchent toujours à organiser un moment, on l'a vu dans le passé sur d'autres fréquences, une extinction dans chaque pays pour pouvoir récupérer ces fréquences. Donc je disais, il y a à ma connaissance un rendez-vous prévu en 2025, mais normalement, pas d'extinction avant 2030, au plus tôt. Donc ça veut dire que ça, normalement, ça nous donne encore largement de la marge. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les modes alternatifs de diffusion. Alors, ils sont de 2 ordres. D'abord, on peut un peu se rassurer. Le jour où la TNT s'arrêtera, les chaînes linéaires continueront à être diffusées pour le compte par les acteurs télécoms qui fournissent dans le même abonnement de la télévision, du téléphone et de l'Internet. C'est déjà aujourd'hui à peu près 70% de la consommation des Français passe par ce mode de diffusion-là. Donc le jour où la TNT s'arrête, si elle s'arrête un jour, pour autant,
Public Sénat aura toujours un canal de diffusion comme elle l'a déjà aujourd'hui chez ces opérateurs. Mais la force du bouquet TNT, c'est que ces opérateurs, de par la loi, sont obligés de le reprendre tel quel et dans le même ordre et dans la même numérotation. Ça, c'est extrêmement précieux. C'est un atout formidable pour cette chaîne. Sur vos deux autres questions, donc les modes de diffusion alternatifs, je l'ai dit, naturellement, en linéaire, les opérateurs télécoms, mais en non linéaire, évidemment, Twitter, Facebook, les nouveaux réseaux sociaux qui arrivent. Si on met des contenus siglés Public Sénat qui correspondent à Public Sénat, on peut, cela déjà fait aujourd'hui naturellement, mais on peut plus largement utiliser ces contenus de diffusion qui ont quand même, et ça renvoie à la troisième partie de votre question, sur la diversification du public. Évidemment, on est là sur des publics souvent plus jeunes. Encore qu'il ne faut pas croire qu'en fonction de l'âge, on n'utilise pas. Aujourd'hui, ça se développe largement. Mais structurellement, on est sur des publics plus jeunes. Donc ça permet aussi, par rapport à la TNT, en étant présent en numérique, en ayant une empreinte plus forte en numérique sur ces réseaux, d'aller aussi chercher des publics plus jeunes. Merci. Nous passons à la question de Monsieur Loïc Hervé. Monsieur Baldili, dans un contexte budgétaire contraint, comment comptez-vous mettre en valeur à l'antenne de Public Sénat tous les territoires? Vous avez évoqué cette question dans votre propos liminaire, avec la question toute particulière des Outre-mer, en prenant en compte la couverture sur le terrain de l'activité des sénatrices et des sénateurs dans l'exercice de leur mandat. Et même si le mot a été prononcé plusieurs fois par vous, comment bien assurer l'égalité entre les femmes et les hommes à l'antenne? Alors, sur le premier point, oui. Au total, si vous voulez garder du temps pour la conclusion, il nous reste 3 questions encore. D'accord. Merci. Alors, sur le premier point, sur les territoires, naturellement, vous avez raison. Envoyer des équipes, des journalistes en territoire, a priori, ça a un coût supplémentaire parce qu'il y a le temps du transport et du voyage. Il y a plusieurs façons, malgré tout, de traiter ça. D'abord, on a des partenariats avec des titres de PQR ou des télévisions locales, donc on peut aussi se mettre d'accord dans certains cas sur des reportages partagés. Et puis, je crois qu'il faut le faire, je crois qu'il faut l'assumer dans le budget de la chaîne. Alors, ça ne veut pas dire, je vais venir à l'outre-mer. Si on prend l'exemple de l'outre-mer, aujourd'hui, il y a un magazine Positive Outre-mer. Je crois d'ailleurs qu'il n'est pas fait par les journalistes de la chaîne, mais qu'il est sous-traité à une agence de production. Il est assez court en format, et il est sur un bon principe qui est montrant les choses positives sur l'outre-mer. Hier, je voyais à La Réunion un sujet sur des vélos électriques assez intéressant. Mais une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il faut aussi accepter pour l'outre-mer, dans certains cas, de voir les difficultés. Prenons un exemple, la question du logement outre-mer. Je crois que la délégation, la question de la représentation sur les télévisions de l'outre-mer, là aussi la délégation de l'outre-mer, c'est des sujets dont elle s'est emparée, c'est des sujets sur lesquels elle travaille. Je pense qu'on peut aussi parler de l'outre-mer à Paris avec la délégation. Sur la question égalité homme-femme, peut-être? Alors, sur la question égalité homme-femme, objectivement, quand je regarde l'antenne et les principales émissions, il y en a un certain nombre qui sont présentées par des femmes. Mais ce que j'observe, c'est que, naturellement, dans ces émissions interviennent, et c'est normal, beaucoup de gens. Je ne parle pas des invités, mais je parle d'experts, je parle de journalistes qui sont sur des médias de PQR partenaires. Et là, je n'ai pas le décompte, mais en regardant cette chaîne, je ne suis pas sûr que dans ce cadre-là, on soit dans la parité. Je pense qu'on est quand même assez masculin. Alors sûrement que des efforts sont faits, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Merci. La parole est à Madame Nathalie Delattre. Merci Madame la Présidente. Monsieur Baldili, j'ai lu avec grand intérêt votre projet et votre curriculum vitae. 2 questions me sont venues spontanément. La première, quelle est votre activité depuis votre départ de M6 en 2019? Et la deuxième, vous êtes passé par RTL, une grosse entreprise. Vous avez souhaité diriger France Télévisions, plus de 10 000 personnes. Et là, vous souhaitez arriver à Public Sénat, qui est somme toute une petite PME à côté. Pourquoi ce choix? Merci. Alors, Madame la Présidente, pour répondre à votre première question, mais vous y trouverez un peu la réponse à la deuxième, mais je répondrai expressément à la deuxième. J'ai fait le choix, après avoir quitté effectivement le groupe M6 et la direction de RTL, j'ai fait le choix de me présenter à France Télévisions.
je me suis retrouvé en situation finalement de ne pas être choisi à la fin du mois de juillet dernier. Et depuis, je suis à la recherche d'un emploi. Mais j'ai toujours fonctionné en coup de cœur, par envie. Et j'en viens à la deuxième question. La question de la taille n'est pas une question qui, pour moi, importe beaucoup. Pourquoi ? Dans ma vie professionnelle, j'ai commencé dans cette maison comme administrateur au Sénat. J'ai en permanence fait des périodes dans le secteur public et des périodes dans le privé. Là, je sors de 15 ans dans le privé. J'étais très heureux, j'ai fait beaucoup de choses. C'était vraiment très intéressant de travailler avec toutes ces équipes. Mais quand j'ai quitté ce groupe-là, pourquoi j'ai décidé de me présenter à France Télévisions ? Parce que j'avais vraiment le sentiment, pour faire simple, que l'évolution du secteur privé en télévision est une évolution qui va peut-être et certainement vers moins de sens. Et je pense que plus que jamais, dans notre société telle qu'elle évolue, le sens, on en a besoin. En tout cas, moi, dans ma vie professionnelle, je suis à un moment où je ne suis plus dans des logiques carriéristes ou de carrière. Ce qui m'intéresse, c'est si je peux donner du sens à ce que je fais. Et ça a été le sens de ma candidature à France Télévisions, parce que je connais bien le secteur public, pour avoir passé notamment près de 7 ans dans le groupe France Télévisions à diriger France 2. Et donc j'avais quelques idées sur ce que l'on pouvait faire, sans doute mieux sur le secteur public. Aujourd'hui, vous avez raison, Public Sénat est une chaîne plus petite, mais si je regarde le budget des programmes, ce n'est pas rien. J'ai dirigé dans le groupe M6 plusieurs chaînes, Paris Première et Téva, qui avaient cet ordre de budget de programme. Et je sais qu'on peut faire beaucoup de choses avec ces moyens-là qui ne sont pas négligeables. Et je pense vraiment que ce qui compte le plus, c'est l'envie et c'est le sens. Quand on peut donner du sens à son travail, c'est une chance formidable. Beaucoup de gens y aspirent, beaucoup de gens n'y arrivent pas toujours. Moi, j'ai peut-être un peu la chance aujourd'hui de pouvoir me le permettre. En tout cas, c'est une préoccupation importante pour moi. Et je considère que les médias en général, et particulièrement les médias publics, ont véritablement un rôle très important à jouer dans le fonctionnement d'une démocratie. Merci. Je donne la parole à Madame Jacqueline Eustache-Brignot. Merci, Madame la Présidente. Je vais revenir quelques instants, Monsieur, sur votre projet stratégique. Ce projet stratégique, à sa lecture, comporte peu de propositions concrètes concernant la couverture des travaux parlementaires et celle de l'activité des sénateurs dans l'exercice de leur mandat et dans leur territoire. Alors, il y a des constats généraux que nous partageons, bien évidemment. Est-ce que vous pourriez nous préciser vos propositions éditoriales pour Public Sénat en la matière, s'il vous plaît ? Je n'ai pas eu accès, et je ne sais pas si elles existent, aux audiences des émissions. Donc je n'ai pas voulu, c'est toujours très difficile, on ne va pas changer une émission si elle fonctionne bien et si les gens la trouvent intéressante. Donc pour vraiment, avant de savoir ce qu'on peut faire de différent, et c'est la raison pour laquelle j'aurais très bien pu faire une grille de programmes et vous dire, quand j'ai dirigé RTL, j'ai en quelques années changé 100% des programmes. Et moi j'adore faire ça, et à côté du côté dirigeant, j'y reviendrai, je suis aussi un homme de programme. Mais je pense qu'aujourd'hui, avant de dire on va changer ceci et cela, il faut un peu respecter les programmes existants, les gens qui les font. Donc il faut se faire une analyse plus précise. Pour se faire une analyse plus précise, il faut quand même avoir l'audience de ces programmes. Je ne sais pas aujourd'hui où en est cette chaîne en termes l'audience qui fait froid en France, c'est Médiamétrie. Je ne sais pas aujourd'hui quelle est l'audience de ces programmes. Maintenant, j'ai fait des propositions néanmoins sur les programmes et j'y reviendrai et on peut en faire d'autres. J'ai fait la proposition d'un programme qui s'appellerait Le Sénat et vous, parce que je pense, comme je le disais, qu'en permanence dans cette maison, il y a à travers des propositions de loi, à travers des missions d'information, à travers parfois des questions écrites, ou orales, des sujets très concrets qui concernent les Français, qui peuvent les intéresser. Je pense que c'est important d'avoir un module qui permet de le voir. Je vous donne un exemple. Je crois que c'est une initiative sénatoriale. Il y a une proposition de loi qui a été faite pour que les véhicules de collection puissent continuer à circuler dans les zones urbaines qui sont des zones préservées en termes d'environnement. Eh bien, cette proposition-là, je crois qu'elle vit sa vie. Je ne sais pas si elle sera définitivement adoptée, mais en tout cas, voilà typiquement quelque chose. Ça concerne peut-être une population limitée, mais plein de petites briques montrent qu'à l'arrivée, le Sénat concerne potentiellement dans ses actions, dans ses décisions, tous les Français. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, je l'ai dit, je pourrais rentrer dans le détail, mais ce n'est peut-être pas le lieu. Je pense que l'émission qui fait la matinale de Public Sénat
ainsi que l'émission, disons, Plus de débats, allons plus loin du soir, je pense qu'il y a un travail non négligeable à faire sur ces émissions. Merci, Monsieur Baldelli. Et pour la... Excusez-moi, si vous permettez, Madame la Présidente, alors je ne vais plus à votre conclusion, et je pense aussi, mais ça mérite peut-être d'en discuter davantage avec les sénatrices et les sénateurs, je pense qu'une émission sur les maires, qui est par définition quelque chose que vous connaissez très bien, parce que souvent vous l'avez été ou c'est vos interlocuteurs, je pense qu'une émission sur les maires serait aussi très intéressante. Parce que là, on aurait une diversité formidable pour le compte en termes de territoire, en termes de taille de ville, etc. et en termes d'activité. On peut parler de tout en parlant d'une ville et en parlant avec son maire. On peut parler de sanitaire, mais un jour, on peut aussi parler d'autre chose. Bien. Et pour conclure les questions, Monsieur Capo-Canella. Merci Madame la Présidente. Monsieur Baldelli, votre projet présente des propositions assez précises dans le document écrit en ce qui concerne le contrôle de gestion et le suivi de la dépense. Notamment la proposition que vous avez d'ailleurs abordée, je crois, tout à l'heure, d'un budget en base zéro. Pouvez-vous nous préciser votre démarche, notamment les conséquences éventuelles en matière de ressources humaines et ensuite quelle marge identifiez-vous d'ores et déjà pour améliorer éventuellement la gestion? Alors, le budget base zéro, je le redis peut-être en un mot, ça consiste à se dire, aujourd'hui il y a un budget, il y a une chaîne qui fonctionne, c'est ce qui s'est accumulé en 20 ans avec plein de décisions. Si aujourd'hui on devait faire cette chaîne ex nihilo, on réexamine toutes les dépenses, est-ce qu'on ferait la même chose, est-ce qu'on ferait différemment? En tout cas, ça permet d'avoir des analyses, ça permet de voir des marges. Après, on décide de les utiliser ou de ne pas les utiliser. Donc, soyons clairs là-dessus. Par rapport à la deuxième partie de votre question, je l'ai dit, aujourd'hui, je ne connais pas le budget de cette chaîne. J'en connais le montant global, je n'en connais pas le détail. Donc, je ne peux pas aujourd'hui, je le ferai assez facilement quand j'examinerai ce budget, si je suis amené à l'examiner. Je l'ai fait souvent dans ma vie professionnelle, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire sur ce budget quelles sont les marges, puisque je n'y ai pas eu accès. Mais en revanche, je l'ai dit, dans un budget, il n'y a pas qu'un budget. Il y a des personnes qui travaillent, il y a des personnels. C'est bien sûr un coût, mais c'est ce qui fait que la chaîne existe. Et sur ce sujet-là, je l'ai toujours fait dans les entreprises que j'ai dirigées, publiques comme privées. Je suis garant du dialogue social. C'est-à-dire, je pense savoir discuter avec les personnels pour trouver les bonnes solutions. Et pas des solutions qui ne leur conviennent pas. J'ai oublié, il y avait, je crois, un dernier point dans votre question, Monsieur le questeur. Non, c'était la question de savoir si vous aviez déjà identifié des marges, mais je crois que vous avez répondu. Monsieur Baldelli, il vous reste donc à conclure dans la limite des 40 minutes qui vous sont imparties. Et donc, écoutez, sans plus attendre, nous vous laissons la parole et nous vous écoutons. Alors, j'ai combien de temps exactement, Madame la Présidente? Ça se termine à 40 minutes, donc il vous reste 7 minutes. Voilà. Je pense que je vous libérerai plus tôt. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, j'ai commencé ma vie professionnelle dans cette maison, puisque j'étais administrateur, d'abord à la Commission des affaires économiques, puis à la Commission des finances. C'est d'ailleurs dans cette maison, quelque part, que j'ai découvert l'intérêt qui ne m'a plus quitté ensuite du secteur audiovisuel, puisque j'ai eu le privilège de travailler avec le sénateur Jean Cluzel, qui était le rapporteur éminemment reconnu de ce secteur. C'est lui qui m'a tout appris et c'est lui qui m'a permis de comprendre ces entreprises, de rencontrer les enjeux de ces entreprises et de rencontrer les gens qui les dirigeaient. J'ai vraiment, ce que j'ai appris au Sénat, j'ai appris l'exigence du travail, j'ai appris l'intérêt du bicamérisme, mais derrière l'intérêt du bicamérisme, en réalité, c'est la capacité, quand on est administrateur au Sénat, on travaille avec des sénateurs de tous les bords politiques. Et donc, on est là pour travailler avec eux et, quelque part, les aider dans ce qu'ils veulent dire dans un rapport, dans un projet de loi. Et donc, pour moi, les questions de pluralisme, les questions de compréhension des autres, les questions de tenir compte de toutes les opinions sont des sujets essentiels. Je les ai vraiment dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. J'aime travailler ensemble, j'aime débattre, j'aime écouter les opinions des autres et le cas échéant, surtout quand elles ne sont pas les mêmes que les vôtres, parce que c'est ça qui permet d'évoluer ou d'en changer. Et ça, je crois que grâce au Sénat, je l'ai fait durant les plus de 20 ans où j'ai dirigé des entreprises en télé, en radio, en numérique. C'est véritablement, ça constituait une partie de ma façon de voir. J'ai toujours veillé dans ces médias à respecter toutes les équipes d'opinion,
J'ai toujours considéré que ces médias, il faut dire que c'était des grands médias nationaux, avaient vocation à s'adresser à tout le monde, sans exclusive, et je crois profondément au respect du pluralisme. Et d'ailleurs, quand on prend la chaîne Public Sénat, elle a une particularité, c'est qu'elle n'est pas contrôlée sur son pluralisme par le CSA, à la différence de tous les autres médias, mais en revanche, elle a une exigence plus forte, qui est une exigence légale, qui figure dans la loi modifiée de 1986, puisque c'est l'exigence de l'impartialité. C'est une exigence très forte, plus forte. Aujourd'hui en France, ni les chaînes publiques ni les chaînes privées n'ont une exigence aussi forte. Il faut aller à l'étranger, c'est la BBC qui, dans sa charte, a une exigence d'impartialité. Donc je crois que ça, ce sont des choses qui sont, pour moi, essentielles dans tout média. Parce que c'est comme ça que des médias réussissent à être respectés et à être crédibles auprès de nos concitoyens. Le deuxième point, je l'ai dit, vous le savez, je suis un manager, excusez-moi de l'anglicisme, je suis un gestionnaire, mais j'aime profondément travailler au contact de mes équipes. C'est là que j'ai toujours éprouvé le plus de plaisir, de satisfaction. Je ne suis pas, de ce point de vue-là, un manager hors sol distant. Je suis un manager impliqué. Ce qui m'intéresse, c'est le travail de tous les jours avec les équipes. C'est mon terreau, ce sont mes équipes. C'est là que le travail est agréable, et c'est même quand on a des difficultés, évidemment, quand on a à faire face, mais c'est ça qui nous enrichit. Je suis aussi un président qui a toujours su faire évoluer les entreprises qu'il a dirigées, publiques comme privées, notamment sur les questions de numérique. Si je prends l'exemple de France Télévisions, au début des années 2000, j'ai mis en place et dirigé la filiale France Télévisions Interactive. Si je prends RTL, j'ai beaucoup développé sur RTL l'info numérique, de telle sorte que RTL est rentré dans le top 10 de l'info numérique en France. Si je regarde le groupe M6, c'est moi qui ai conçu avec mes équipes et lancé la première offre de podcast de ce groupe. Mais je suis aussi un homme de programme et un homme de contenu. C'est au fond ce qui m'intéresse le plus dans un média, parce que c'est dans ce qu'on donne à voir, dans ce qu'on montre, c'est là que se crée le lien avec nos concitoyens, et c'est là qu'on peut donner du sens, c'est là qu'on peut leur apporter quelque chose. Et quand je dirigeais RTL, je n'étais pas seulement président de RTL, j'ai aussi très largement changé les programmes, la grille, et parce qu'en réalité, parallèlement, j'étais également moi-même le directeur des programmes. Et dans le groupe M6, j'étais pas seulement vice-président du groupe, mais j'étais également le dirigeant en charge de l'ensemble de l'information du groupe, que ce soit en radio, en télévision ou en numérique. Pour finir, je dirais que Public Sénat a une utilité certaine et une singularité. C'est pour ça que cela mérite que l'on s'y intéresse. C'est pour ça, si je puis me permettre, que je m'intéresse à Public Sénat. Parce que j'ai envie de mettre toute mon envie, mais aussi mon expérience, au service de ce projet que je vous ai présenté. Je pense que cette chaîne a besoin d'une visibilité, une modernité qu'elle mérite, et qu'il faut toujours, dans cet univers média qui va très vite, qu'il faut sans cesse réussir à mettre en avant, à montrer et à démontrer. Je crois que le Sénat a un rôle essentiel à jouer dans nos institutions, dans les valeurs républicaines, et vous me permettrez de finir devant vous en citant Victor Hugo. Victor Hugo avait dit aux sénateurs « montrez que vous êtes nécessaires ». Ça remonte à bien longtemps, ils l'ont largement montré depuis. Eh bien moi, je souhaite que Public Sénat montre également, plus que jamais, qu'elle est nécessaire. Merci. Eh bien, écoutez, merci Monsieur Baldelli pour votre conclusion. Et votre audition est maintenant terminée. Nous vous remercions. Et nous avons maintenant terminé l'ensemble des auditions publiques des candidats sélectionnés pour la présidence direction générale de Public Sénat. Et notre commission de sélection, à présent, va délibérer à huis clos afin de proposer un ou plusieurs candidats au président du Sénat en vue de la réunion de bureau qui est prévue le 15 avril prochain et qui désignera le futur PDG de la chaîne. Je vous remercie.